Basile, bonjour. Bonjour Augustin. Comment ça va? Écoute, ça va super. En forme? Très en forme, surtout le samedi. Ouais, surtout c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui. Il paraît. Il paraît, ouais. Je Tu suis vas nous ravi. expliquer Bah, je vais t'expliquer. Merci déjà pour la proposition. avec grand plaisir. Pour expliquer un petit peu, on est sur un épisode un peu hors série aujourd'hui. On rentre pas dans le callcast, on rentre pas dans un autre format, on est sur un format détente mais qui va délivrer énormément de valeur. Voilà. Pour raconter un petit peu avec Basile, on a plein de points communs. On aime le sales, on aime la vente, on aime le call, on aime se défoncer la gueule sur des sujets pas forcément cool. On aime le sport aussi. Et du coup, c'était un petit peu la suite logique aujourd'hui qu'on fasse ce 3e épisode ensemble. Ouais, c'est le 3e. C'est le 3e. C'est vrai. On a encore beaucoup de choses à vous dire, on a encore beaucoup de choses à se raconter. L'idée aujourd'hui de cette vidéo, c'est de discuter, mais toujours en vous partageant des choses concrètes, des choses applicables, sur des sujets toujours les mêmes, sur la partie sales, également sur la partie recrutement. On a échangé avec Basile. Basile a une expérience, tu pourras nous en dire un peu plus après, avec Assess First notamment. Ouais. Sur la partie recrutement, donc ça recoupe donc là avec le projet qu'on a lancé avec Finder. Et Basile, si tu veux juste rappeler un petit peu qui tu es, un petit peu tes faits d'armes. Ouais, bien sûr. Alors, je vais faire volontairement court Bien sûr. pour obliger les gens qui auraient osé regarder cet épisode sans avoir regardé les autres au préalable. Grosso modo, moi, ça fait 3-4 ans que je suis dans le sales, dans la tech, dans les startups, avec une grosse tendance à l'origine business development, qui a bifurqué ensuite sur la vraie vente pure, ensuite sur le management d'unités de vente, business dev, etc. Et je me suis extirpé vers l'entrepreneuriat, donc à mon propre compte, en passant par la formation, et on verra que c'est quelque chose qu'on a partagé aussi, la formation d'autres personnes, du coup, à ce même métier. Et je reviens volontairement pas trop en détail sur ce qui s'est passé avant, parce qu'on en aurait pour 3 plombs à chaque fois. Et le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de rincer tout le monde en valeur détendue, comme tu l'as précisé. Détendu. Épisode très, très chill. Tu l'as dit sur la partie formation, sur la partie transmettre. On a aussi un point commun, encore un, sur la notion de transmettre en école de commerce. Donc moi, c'était à Eurydice, toi, c'était à La Roquette. Exactement. Déjà, comment tu as trouvé cette expérience? Première question. Et deuxième question, c'est quoi un petit peu là ton avis sur la génération qui est en train d'arriver? Sur la génération, qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui des entrepreneurs? Je suis curieux d'en discuter avec toi aujourd'hui. Ouais. Alors, tu veux dire la nouvelle génération de vendeurs sales. conformes et de... elle va être cette nouvelle génération. Alors moi j'ai l'avantage de beaucoup. Alors j'interviens dans plusieurs unités différentes, mais notamment beaucoup à la Rocket School de Lille. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est connus réunis à Lille physiquement aujourd'hui. C'est parce que je suis en train d'opérer à la Rocket School de Lille. On embrasse d'ailleurs Guillaume Gabouri qui est le CEO de la Rocket de Lille. Cette école, elle a une particularité, c'est aussi qu'elle est très inclusive et qu'elle ouvre à la reconversion. Donc on n'est pas sur si tu veux, une homogénéité d'âge du tout. Contrairement à des écoles qui vont être complètement serrées sur la poursuite d'études, ce qui est normal, qui est un modèle classique, où là, tu vas avoir 95% de gens qui sont des post-bac ou des post-bachelor ou des... 18-25. Voilà, avec des âges qui sont cohérents dans ces eaux-là, sauf exception, etc. Donc c'est ça qui est incroyable là où j'interviens, c'est que là, tu vois, j'ai un badge de 35 personnes. Il y a des gens qui ont 55 ans et mon plus jeune, Rafik, il a 21 ans, si je dis pas de bêtises. Okay. Alors, et encore, j'aurais pu avoir beaucoup plus jeune. J'ai déjà eu plus jeune, tu vois, enfin, majeur quand même. Donc ça, c'est juste pour préciser que ce que je vais expliquer après, ça concerne pas une tranche d'âge. Mais la génération du coup, qui arrive, justement, c'est une génération qui va être très diverse en termes d'âge, en termes d'origine, parce qu'on a la chance, toi et moi, d'avoir exercé un métier où, en fait, je pense que n'importe qui a envie peut décider de se reconvertir et s'il a envie ou elle a envie de se faire mal. Je dis pas que c'est un métier facile du tout, bien au contraire, mais demain vous êtes cordonnier, vous êtes consultant, vous êtes téléprospecteur, vous êtes poissonnière et vous avez envie de vous reconvertir, il n'y a pas 30 000 voies où vous avez un potentiel aussi dingue que dans le business development dans un premier temps et pourquoi pas le sales pur à proprement parler, la vente pure dans un second temps. Donc la nouvelle génération, même si ça a déjà commencé depuis un certain temps, elle va être très hétéroclite, très diverse. Donc ça va amener une grosse richesse de profil. J'imagine qu'il y aura une certaine sélection naturelle, que peut-être qu'on constatera qu'il y a une tranche d'âge ou, je sais pas moi, une origine professionnelle ou sociale qui délivre plus et donc qui a plus d'avantages. Hein, évidemment, c'est injustement réparti. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Sur le métier pur de BizDev, c'est vrai que nous, on a fait ce premier épisode du Callcast sur l'évolution du métier de BizDev, comment les bonnes méthodes, etc. J'invite aussi les auditeurs justement à aller le voir parce que là, aujourd'hui, ça sera pas forcément le sujet dur. L'idée, c'est pas forcément de se répéter, mais sur la notion, sur l'évolution du métier de BizDev, les bonnes compétences, les bonnes actions aussi à mettre en place. Tu avais partagé un tip que j'avais
avez adoré, notamment la réécoute d'appel, Ouais. le fait de se faire violence à se réécouter sa voix, bah, j'invite justement les auditeurs à aller écouter cet épisode. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur un autre sujet. C'était la petite parenthèse. Ouais, carrément. Et écoute, j'espère que, pour conclure sur cette génération, j'espère que c'est une génération qui aura mieux appris, je pense, à s'adapter. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on leur vend dès le départ. En fait. On peut pas vous apprendre à être un bizdev incroyable dans tous les domaines ou un vendeur incroyable dans tous les domaines. Par contre, on peut vous apprendre à apprendre en ayant aiguisé vos lames de sales ou vos lames de business developer. Hein. C'est une philosophie qu'on n'a pas inventée nous. Okay, il y a même des écoles pour faire des petites références et des petits clins d'œil assez célèbres comme 42, etc., où littéralement le modèle est conçu sur le fait d'apprendre à apprendre et donc du coup pouvoir développer n'importe quelle arme, discipline ou domaine qu'on a envie par la suite. Et l'intérêt de ces écoles-là, c'est qu'elles mettent les nouvelles générations, notamment les gens qui seraient en redirection professionnelle assez parfois radicale. Hein. Il y a des gens, c'est vraiment bam bam, j'étais banquier hier, aujourd'hui je suis bizdev, dans des pistes de départ qui sont bien orientées moi c'est ce que j'essaie de faire, en écroulant le plus possible d'illusions dès le début, sans non plus les faire entrer en dépression, parce que sinon personne ne va au jour 2, mais j'essaye de les protéger au maximum en amont, en leur enlevant tout le côté un peu bullshit qu'on peut leur vendre. Pour toi, c'est quoi les côtés bullshit qu'on peut un peu vendre, tu sais, sur les LinkedIn, etc., du métier de sales aujourd'hui? Bah, moi, je déteste déjà quand j'entends... Alors pourtant, c'est ce que je viens de dire il y a 3 minutes, mais je l'ai dit d'une manière très précise. Je déteste quand j'entends que n'importe qui peut le faire. Tu vois, ça, c'est un truc, ça me crispe tout de suite. Tout le monde peut être commercial aujourd'hui, c'est ça? Voilà, mais ça, on revient sur une notion qui est hyper importante, sur laquelle j'insistais avec le copain... Je sais pas si tu connais Alexandre Egarter, qui a Extrapreneur, son podcast. Non, c'est un Suisse. C'est un Suisse fou qu'on embrasse, mais j'en parlais un peu dans son podcast. C'est une notion qui nous vient du film Ratatouille. C'est quand nous on dit tout le monde peut, ce qu'on veut dire c'est n'importe qui peut y arriver s'il remplit les bonnes conditions. C'est, tu sais, la différence entre everyone et anyone. Ouais. Everyone, c'est genre tu prends tout le monde et tu dis même le plus... alors c'est pas une question de débile ou pas, mais même la personne la plus pénalisée par la vie jusqu'au plus brillant des prix Nobel, tout le monde peut être bizdev. Ça, c'est faux. D'ailleurs, tu mets n'importe quoi à la place de bizdev, c'est faux. N'importe qui, dans ce panel-là, n'importe qui peut à tout moment devenir bizdev. Ça, c'est une hypothèse. Ça veut dire, je sais pas qui, mais n'importe lequel, s'il touche le bon truc et s'il a, comme je l'expliquais, envie, et pas envie de « Allez, ce matin, je me ferais bien de la confiture à la mûre ». Non, c'est j'ai envie... Et tant que j'ai pas croqué ce dont j'ai envie, je suis pas content. Ça peut venir de n'importe où, en fait. C'est ça qu'on veut dire. Et c'est dans Ratatouille, il dit n'importe qui peut cuisiner, mais pas dans le sens tout le monde. On ne sait pas qui sera le prochain chef. On ne sait pas qui sera le prochain sales, le prochain bizdev. Et donc, il n'y a pas de vrai pattern, il n'y a pas de vrai profil. Et je sais, oui, sur LinkedIn, c'est beaucoup au contraire, on va vous faire croire que c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, c'est facile. Vous vous asseyez, vous payez bien sûr ce qu'il faut payer, les formations, les machins et trucs. Et d'un coup, d'un seul, l'envie va apparaître, le talent naturel va apparaître. Et puis l'oseille va tellement pleuvoir sur votre tête que vous ne saurez plus quoi faire pour vous en protéger. Et ça, moi, ça m'insupporte. Et dans le bizdev, il y a un énorme piège là-dedans. C'est comme le métier de business developer, de sales et tout, extrêmement corrélé à l'argent. D'ailleurs, c'est le métier qui est dans l'argent. Pour le coup, les autres, c'est un peu autour. C'est la réputation, c'est la visibilité, c'est le produit, c'est la supply chain et tout. Nous, on vend. On est dans l'argent. Okay, on est dans l'argent qu'on n'a pas encore dans les mains. Donc, on est vraiment dans celui qui nous intéresse pour le coup. Après, les financiers, les machins, les comptables, eux, ils sont dans l'argent qu'on a déjà dans les poches. Ils essaient de l'optimiser, ils essaient de faire attention à ce qu'ils sortent pas et tout. Nous, on est dans l'argent qu'on veut. Donc, on est dans le désir, on est dans l'appât du gain. Et donc, forcément, chez les gourous de LinkedIn et compagnie, et on y reviendra peut-être plus tard dans l'épisode, on peut en parler ce qu'on te promet, c'est que ça va être facile d'obtenir cet argent. La réponse, spoiler, non. Mais comme dans tout métier. Ok ? Donc, je sais plus trop où je me dirige avec ça, mais ce que je voulais dire, c'est que plus on vous promettra que quelque chose est facile, plus en général ça va être du bullshit. Et s'il y a bien une réalité que nous on a pu constater de par nos expériences respectives, c'est que ce métier n'est pas facile. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible du tout. On n'est pas ni toi ni moi des Nobel de physique. Les plus aiguisés du couteau. Voilà. Les couteaux par les plus contre, aiguisés du tiroir, on a constaté une certaine adhérence avec des traits de ce métier-là. On a constaté qu'on passait des étapes qui, pour certains, étaient trop pénibles pour poursuivre. Et que nous, c'est pas qu'on était des commandos ou quoi, mais que passer ces étapes-là, oui, ça nous a coûté, mais finalement, on est encore là et on a encore un petit peu envie de jouer, tu vois.
Il y a des mecs, tu leur fais essayer le curling ou le badminton, le lendemain, ils reviennent pas parce que ça les a gonflés, et il y en a qui reviennent, même si ça les a gonflés un peu, parce qu'ils ont trouvé un truc. Et nous, c'est ça notre expérience avec le sales. Et ce qu'on essaie de faire, je pense que ce que tu fais pareil, c'est d'orienter le plus possible les gens qui se mettent sur ces starting blocks dont on parle, donc les fameuses écoles, que ce soit de la reconversion ou de la poursuite d'études, dans une vraie direction qui est réelle, qui est authentique et qui n'est pas fabulée par des mecs qui d'ailleurs qui n'ont jamais vendu de leur vie, en essayant de briser les illusions potentielles, mais surtout en leur disant voilà, il va falloir passer. Moi, les débuts de formation avec moi, c'est compliqué. Hein. On aurait pu amener 30 témoins. Les débuts de bootcamp avec moi, l'air est devenu plus difficile. Parce que je veux pas leur raconter des conneries, mais je veux qu'ils comprennent qu'il va falloir passer par des stades et que c'est ces stades-là qui vont les sculpter, qui vont en faire potentiellement, en sortie de chaîne, des gens opérationnels qui devront apprendre, eux, avec leurs responsabilités, à être parfaits dans leur poste pour ce produit, pour cette boîte, etc. Tu vois ce que je veux dire Et c'est là, où on en avait parlé la dernière fois, c'est là où c'est important aussi de trouver son baromètre du kiff. Faire ça juste, tu vois, genre, juste pour se dire, vas-y, je vais faire ça, c'est impossible, en fait, tu vois, sur cette partie-là. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est trouver un parallèle avec quelque chose qui te plaît dans la vie. On avait parlé sur le premier épisode, je sais pas si tu veux revenir, sur la notion de sport. Un mec qui se fait violence, tu vois, au sport, que ça sur n'importe quoi, tu vois, automatiquement, il pourra faire le parallèle dans la vie pro, dans la vie perso, automatiquement. Par contre, un truc qui est dangereux, t'en as parlé tout à l'heure sur les promesses. T'as eu des alternants donc à la Roquette, moi j'ai eu des alternants à Eurydice, tu vois, sur le fait de faire des promesses, que ce soit sur le métier de commercial, même des promesses, tu vois, en règle générale, on en parlait aussi. Là aujourd'hui, il y a énormément de boîtes qui prennent des alternants en leur faisant des promesses. Au final, peut-être qu'elles les prennent plus. Au final, peut-être qu'elles les prend, mais à moitié, le gars il est pas formé ou le gars ou la nana elle est pas formée. Et c'est encore plus dangereux, tu vois, parce que c'est un gars qui va rentrer dans la boîte sur un métier de sales, mais qui va être dégoûté du métier. Alors que c'est un métier dur. Je voulais ton avis sur ça parce que toi, t'as été formateur. T'as vu en fait les profils un peu alternants qui étaient un peu dégoûtés du coup. Ah oui, non, mais c'est un des sujets actuellement qui m'énerve le plus. Vraiment, quand je dis énervé, c'est énervé pour de vrai. C'est la considération, enfin le manque du coup de considération qu'ont les entreprises. Alors évidemment, tu dis rien, mais toutes les entreprises ne font pas ça, encore heureux, mais je vais pas applaudir celles qui ne manquent pas de considération pour les alternants. Je vais pas applaudir ce qui est normal, même si je suis ok, c'est très bien. Mais là, moi, ce qui me pose problème, c'est les entreprises, et on en parlait en off juste avant, qui en fait considèrent les alternants comme des espèces de marque-pages, comme des cale-portes ou des trucs dont on se fout littéralement, qu'on va verrouiller, comme tu disais, avec des promesses en disant bah ouais, t'es super, toi, t'es un bon petit, bah du coup on te prend, t'inquiète. Et on va dire ça à 25 alternants qu'on a vu 5 minutes en call Zoom sans vraiment creuser ou quoi aux caisses. Eux, comme des innocents pour la plupart, parce que la plupart restent quand même des étudiants, donc c'est des gens. Pour certains, c'est pas le cas, mais la plupart n'ont pas encore été trop bousculés par la vie et ont encore pas des grandes notions de ce que peut être le peu de confiance qu'on peut accorder à des paroles dans le monde professionnel. Donc se disent waouh, incroyable, j'ai trouvé mon alternance. En plus de ça, ils regardent les copains à côté qui sont pas tous dans ce cas-là, qui n'ont pas tous trouvé, donc ils se disent putain, j'ai de la chance, etc. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand tu dis à un alternant qu'il a trouvé son alternance? Alors, je généralise, je sais pas, il y a peut-être des exceptions, je suis pas du tout un expert du statut administratif, académique, machin. Tout ce que je sais, c'est que dans ceux que moi je côtoie, quand tu dis à un alternant c'est bon, tu l'engages, il a trouvé son alternance, en théorie, vu qu'il n'est pas encore marqué par la vie et qu'il n'a pas vécu 36 expériences traumatisantes, il arrête de chercher. Ok ? Pourquoi il arrête de chercher? Pas parce que c'est un branleur, mais c'est parce que... Il se dit qu'il a trouvé. Déjà, il se dit qu'il a trouvé, mais t'as 9 chances sur 10 qu'il soit surtout en train d'étudier au moment où il cherche. Il se peut qu'il cherche très 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 en amont, donc il n'est pas encore commencé son cursus. Mais la plupart, ils ont déjà commencé leur cursus. Donc en fait, il arrête de chercher. Pourquoi? Parce que déjà, il a beaucoup cherché avant. Donc il a le droit d'arrêter de chercher alors qu'il a trouvé, parce que lui, il croit avoir trouvé. Et il va surtout se concentrer sur le cursus qui va potentiellement marquer la qualité de son départ dans ce milieu en tant qu'étudiant. Et il a envie de bien, tu vois, nous on fait des bootcamps. À la fin du bootcamp, il y a des soutenances. Donc on note et à la fois le comportement, la compréhension et le potentiel de l'élève. Évidemment, ça ne vient pas sanctionner toute l'année ou les années d'alternance qui vont suivre où l'élève va alterner entre la boîte et l'école, mais c'est déjà un gros marqueur sur le départ. Là, on peut faire un mauvais départ et finalement très bien terminer. Il faut pas perdre espoir. Mais c'est très important de comprendre que c'est logique et légitime que l'alternance se dise bon j'ai trouvé. Je me mets sur on m'a envoyé plein de trucs dans les yeux. Maintenant, je me mets sur le truc. Sauf que qu'est-ce qui se passe derrière? Comme vous êtes une entreprise, je dis vous, on va parler des gens, pas spécifiquement vous, mais une entreprise qui a aucun scrupule, qui a aucune dignité et qui a aucune considération pour les alternants.
en fait, vous pensez absolument pas à ce que vous venez de lui dire et vous allez même oublier que vous lui avez dit. Et lui, au bout d'un moment, il va vous relancer parce qu'il y a une histoire de papier, il faut envoyer des contrats, il faut envoyer des trucs. Et là, ce qui s'est encore passé cette semaine, qui s'est encore passé il y a 2 semaines, qui s'est encore passé il y a 3 semaines dans les gens que je connais. Ah ben non, en fait, on a réfléchi, on n'a pas les fonds, ou on n'a pas, c'est pas le bon timing, ou en fait, on peut pas, ou il y a une histoire de papier, de machin. Donc, littéralement, en fait, on te prend pas. On t'a dit, on te prend avec un grand sourire et notre bonne grosse tête corporate, comme on aime. Et derrière, on te dit, on te prend pas, sous-titré, on n'a aucun respect, on n'a aucune considération pour la personne que t'es. Et juste fini, parce qu'après, en fait, je veux lâcher mon fiel, tu vois, je veux lâcher la fin. Mais en gros, ça s'appelle un manque de respect, ça s'appelle une faute professionnelle, et ça devrait porter préjudice à l'entreprise qui fait ça. Sauf que c'est pas le cas. Tu vois, c'est la question que j'allais te poser. Ouais. Dis-moi. Toi, quand t'es alternant, du coup, comment toi tu vas chercher l'engagement, tu vois, auprès de l'entreprise pour vraiment savoir si l'entreprise te veut vraiment, même si toi, dans tous les cas, est-ce que tu recommandes que l'alternant continue quand même ses recherches, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe. Et d'un autre côté, merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Sur la partie entreprise. Et d'un autre côté, comment tu peux sanctionner les entreprises qui font ça en alternant? Alors, tu peux. Ce que moi, je vais recommander aux alternants, et écoutez-moi bien si c'est votre cas. Ça va avoir l'air paradoxal, ce que je vais vous dire, après l'énervement que j'ai pu démontrer. Si vous vous faites planter comme une tige par une entreprise, la dernière chose à faire, c'est de continuer à communiquer avec. Okay, on parle de planter, hein, on parle pas de on hésite, on n'est pas sûr, on a eu un truc, attention, hein, la vraie vie continue, la boîte elle peut très bien, le CEO vient de faire une crise cardiaque, on n'est plus sur ces sujets-là, on vient de se faire taper par la CNIL, on vient de sortir 80 millions d'euros d'amende, j'en sais rien, la vraie vie continue. C'est vrai que le recrutement du dernier alternant en BizDev, quand tu viens de te taper 80 M de d'amende, qui va mettre le plus dans la merde. Mais vous avez toujours le droit d'être tenu au courant. Maintenant, on parle de planter, on parle de ah oui, c'est vrai, l'autre on va pas le prendre. Désolé frérot, on va pas te prendre en fait. Voilà, quand vous êtes dans ce cas-là, ce qui arrive, ça peut choquer des gens qui nous écouteraient, qui sont pas du tout familiers avec le milieu alternant, ça arrive tous les jours. Et nous, on parle d'alternant, bizdev, vente, etc. Mais alternant, c'est un modèle qui touche plein d'écoles, toutes les études, je pense, où tu peux être en entreprise en même temps qu'à l'école. La dernière chose qu'il faut faire quand ça t'arrive, c'est de continuer à communiquer avec l'entreprise. Quand je dis communiquer, c'est pas dire il faut plus rien dire, ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où c'est sûr que tu t'es fait planter, la moindre interaction que tu vas avoir avec l'entreprise, elle te nuit. Elle te nuit dans ton mental. Parce que là, tu viens de prendre un coup, tu dois gérer ce coup-là, mais c'est pas le choc que tu dois gérer, c'est le fait de plus avoir cherché, de plus avoir ce que tu pensais avoir dans les mains. C'est ça ton importance. Et c'est dur. Des fois, on parle à des gens qui sont très jeunes. Alors, il y a des gens qui sont très jeunes qui sont plus solides que des gens qui ont 40 piges. Hein. Mais il faut vous gérer vous. Il faut pas réagir. Il faut pas écrire un mail de 30 mètres pour insulter l'entreprise alors que c'est totalement légitime qu'on a envie de le faire. Après, il y a toute une histoire de jamais réagir à chaud, blabla, etc. Tu vois, c'est là où j'avais échangé aussi avec une bizdev qui était en reconversion, sauf qu'elle avait un enfant, tu vois. Et c'est là où c'est encore plus dangereux, tu vois. C'est là où, du coup, peut-être qu'on insiste sur le DOS, mais c'est là où faut vraiment prendre conscience qu'il y a un ou une humain derrière, en fait, tu vois. Et la nana, elle fait sa reconversion, elle a un enfant, donc déjà, elle fait une reconversion, elle prend la décision de faire une reconversion avec un enfant à gérer derrière. Donc je trouve ça franchement bravo. Et d'un autre côté, c'est que derrière, on s'engage avec elle et au final, on lui met une douille. Mais bah, tu vois, tu parlais de 20 ans, 40 ans. Bah, 40 ans, c'est ultra dur de gérer ça, tu vois. Oui, bien sûr. Et là on s'étale pas dessus parce que on peut faire 10 heures dessus. Mais bien sûr. Vous pouvez... Alors là, je reviens aux entreprises. Excusez-moi les alternants, je vous reprends dans une minute. Vous pouvez niquer la vie de quelqu'un comme ça. Alors, je dis pas qu'à chaque fois qu'une entreprise de mou du genou plante un alternant, c'est ce qui arrive. En revanche, ça existe, ça arrive. Il y a des gens qui sombrent à cause de cette décision et de ce comportement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc dont on parle pas, c'est que un alternant qui aurait trouvé sur le tard, un alternant, il a un certain délai pour trouver une alternance. S'il trouve pas d'alternance, en théorie, enfin, en tout cas, c'est ce que je sais des personnes que moi j'accompagne. Soit ils quittent l'école, soit ils payent la formation, c'est ça ? Alors, je crois que c'est ça dans beaucoup d'écoles, mais il y a aussi des écoles où c'est pas une question de payer, c'est si tu trouves pas, il y a pas. Si tu ne trouves pas, il y a pas de diplôme en fait. Ouais, si tu ne trouves pas une entreprise qui peut t'accueillir en alternance pour exercer en pratique la théorie que t'acquiers sur place à l'école, bah tu finis ton cursus, basta. Donc tu arrêtes les études, mais tu n'as pas de diplôme, tu as tout perdu. Toi, t'as fait quoi pour tout perdre ? Rien. Tu n'es pas responsable. Le responsable, c'est il faut que je reste poli.
le RH ou la RH à 3 francs 50 qui s'est pris pour les recruteurs et chasseurs de tête de chez Google. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas, hein, ça peut être aussi, parce qu'il y en a qui sont phénoménaux. C'est les gens qui ont une boîte de 0 personnes, là, qui sont auto-entrepreneurs reconvertis depuis le chômage du Covid, qui se prennent pour des startups en devenir, etc., et qui en embauchent que des alternants parce qu'ils ont pas d'argent. Et qui ne les payent pas en plus. C'est-à-dire qu'ils finissent par toujours trouver un moyen de liquider la boîte au moment de ça. Attention, les alternants doivent se méfier. Ça, pour le coup, ils en sont responsables. Les équipes pédagogiques qui accompagnent les élèves dans les différentes structures sont plus ou moins nombreuses, plus ou moins au courant, plus ou moins disponibles. Donc ne reposez pas les alternants toute la sécurité d'une décision et d'un renseignement sur les entreprises qui vous intéressent que sur les gens qui sont plus aînés que vous et qui vont vous donner des conseils. C'est à vous d'aller chercher, et si vous trouvez quelque chose qui sent pas bon, bah ça sent pas bon. Voilà. Il n'y a pas 36 000 formats. Par contre, pour finir sur la réaction à avoir, coupez court avec cette entreprise-là, ne vous faites pas de mal volontairement. N'allez pas envoyer vos avis, une longue lettre, ça sert à rien. De toute façon, ça ne fait que vous nuire à vous. Okay, gérez ça avec dignité. Ok, passez à autre chose. Mais par contre, ne prenez pas ça. Enfin, ne vous accrochez pas au fait que ce soit injuste. C'est injuste, mais si vous aimez un peu trop le goût de ça, les fragiles, malheureusement, hein, il faut les baptiser comme on ne peut pas faire autrement. Les fragiles, ils ont un goût de l'injuste parce que c'est un prétexte noble. C'est un prétexte incontournable pour dire ah ben voilà, ma vie elle est niquée, mais c'est pas ma faute. Donc on en reste là. Non. C'est une belle excuse. Ouais. Si il vous arrive ça, croyez-moi, beaucoup de gens ils seront sensibles si vous savez l'exposer correctement. Par contre, vous dressez pas en porte-étendard le lendemain. D'abord, gérez votre propre cas, votre situation, et on verra plus tard. Mais vous tombez sur des gens comme Augustin et moi, on comprend la situation et elle nous titille aussi. Mais si vous arrivez à gérer ça et à avancer, les choses rentreront dans l'ordre si vous bossez. À un moment donné, les gens qui font les choses... il y a une suite logique quand même. Voilà. Mais sauf que ça sera une belle trace dans votre parcours et dans votre CV. Et déjà, vous aurez tiré des leçons colossales et vous serez plus solide, vous serez plus dur, plus fort, et vous aurez l'habitude en fait, de vous prendre des taquets qui, sur le moment, vous donnent l'impression que tout est foutu, alors que non. Alors, on parle d'alternance, ça arrive dans plein de trucs, mais ceux qui succomberaient trop vite aux sirènes de la fragilité, ne vous accrochez pas au fait que oui, c'est dégueulasse, c'est injuste, c'est inattendu, mais on s'en fout, il faut passer à autre chose. Et tu vois, c'est ce que j'allais dire. Si déjà certains profils s'arrêtent à ça, tu vois, et n'avancent pas, bah, automatiquement, ça fait un premier barrage. C'est une sélection naturelle. C'est le terme que je voulais employer. Ça fait une sélection naturelle derrière sur le métier de sales, tu vois. Automatiquement, si tu t'arrêtes au premier obstacle. Et tu vois, j'allais te poser une question. On n'avait pas parlé d'Assess First quand on s'était vu les premières fois. C'est ton expérience. Donc, pour parler un petit peu d'Assess First, tu vas me couper si je me trompe. On est sur une IA qui vient analyser, justement, pour les recruteurs, qui vient analyser les profils, c'est ça? Non. C'est pas ça du tout. Non, enfin, en fait, les mots que tu mets... Ils sont pas au bon endroit. Existent, mais non. Alors, Assess First, il faut comprendre que c'est une entreprise avant d'être un produit, avant d'être un service, ce qui n'est pas le cas de toutes les boîtes. Hein. Il y a des boîtes qui sont le produit qu'elles vendent. Assess First, c'est d'abord une entreprise qui a été fondée par un psychologue du travail. Okay. Donc il faut vraiment... ça a l'air de rien, hein, ce que je te dis. Non, c'est puissant, je trouve. Mais un psychologue du travail CEO d'une tech, c'est rare. Pour pas dire, il n'y en a peut-être qu'un seul. Unique, ouais. Non seulement, et ça c'est pour faire un grand clin d'œil à mes amis, donc le CEO c'est David Bernard et la personne dont je vais parler c'est Simon Baron, non seulement le CEO est un psychologue du travail, mais son CPO, donc le chef de son produit, est un psychologue du travail aussi. CPO c'est Chief Product Officer. Exactement. Donc tout ça pour te dire, c'est une entreprise qui a une mission et qui a fini par développer un outil incroyable et redoutable pour servir cette mission. Et pas l'inverse. C'est pas une outil qui a eu un outil... En embobinage, c'est pas une entreprise qui a trouvé un outil et qui s'est dit tiens, quelle mission on peut aller résoudre avec l'outil. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une entreprise à mission. Et la mission de cette entreprise, c'est de faire disparaître... Je vais essayer de le résumer pour les gens qui n'ont aucune notion. De faire disparaître tous les ennemis de l'objectivité quand on recrute quelqu'un. C'est-à-dire tout ce qui nous biaise, tout ce qui nous fait mal comprendre, mal entendre, mal penser sur un candidat pour recruter ce candidat uniquement sur ce qui a un intérêt à être évalué pour un poste. Quand on recrute quelqu'un,
est-ce que tu t'entends bien ou pas avec, c'est pas notre problème. Sauf si tu recrutes quelqu'un que tu connais, là c'est différent. Je te parle de recruter quelqu'un que tu n'as jamais vu. Ouais, tu vois, j'ai demandé des exemples. Et ce qui est important, c'est d'aligner la compatibilité de cette personne avec ce que toi, tu vas vraiment proposer et attendre sur le poste. C'est ça qui est important. On s'en tape de ce que la personne elle a fait avant. On s'en tape. Sauf que tout le monde croit qu'on peut recruter que quelqu'un en regardant son passé. Et qu'on va prédire l'avenir avec le passé. C'est déjà aberrant. On aura déjà du mal à prédire l'avenir avec le présent dans la vie. Là, non, on regarde le passé. Parce qu'il a fait telle école, ah bah c'est sûr qu'il va cartonner dans tel job. Pas du tout. Je sais plus quels sont les chiffres. Ça fait trop longtemps que j'ai quitté Assess First pour avoir encore ça en tête. Mais je crois que le pouvoir de prédiction d'un truc comme le CV, qui est encore utilisé par 95% des boîtes en France et dans le monde, le pouvoir de prédiction sur le potentiel à réussir, la performance de quelqu'un en poste d'un truc comme le CV, c'est 3%. Je sais pas si tu te rends compte. Alors que, encore une fois, je me permettrais de me tromper de quelques pourcents sur les chiffres, hein, mais j'ai encore d'anciennes slides qui me reviennent. Alors que la personnalité de quelqu'un et les traits de personnalité que cette personne compte comme marqués parmi les siens et ses motivations, et je veux pas qu'on fasse l'épisode entier là-dessus, mais c'est tellement passionnant que je pourrais. Parce que tout ça, c'est bien beau, mais après, tu peux te poser la question, oui, d'accord, mais comment tu fais pour connaître tout ça? Mais imaginons que tu les connais, parce que oui, on peut les connaître. On dépasse les 40, 45, je sais même plus, peut-être 50% de pouvoir de prédiction. Il y a toujours une variable, il y a Bien toujours sûr. du hasard, il y a Bien toujours sûr. des gens qui décliquent. Ok, mais sauf que quand les gens sont critiques face à des outils comme Assess First, ils disent oui, mais alors ça veut dire qu'il reste quand même X% tu vois ce que je veux dire, il y a un flottement de X% dans la prédiction. Par contre, ils regardent leur CV qui sont que de 3%, ça leur pose pas de problème. L'aide de motivation, CV, et alors le mieux, c'est on est en entretien avec toutes les conditions d'un entretien qui peuvent être dégradées, complètement factices, qui peuvent être complètement non représentatives de ce qu'est la personne. Parce que aujourd'hui, je vais te le dire cash, aujourd'hui, elle a la chiasse. Tu vois. Ça tombe mal, c'est son dernier entretien de recrutement avec le CEO de la boîte qui va la recruter. Aujourd'hui, elle a mangé indien hier, ça s'est pas bien passé. Elle a des sueurs. Elle entend son cœur battre dans sa tête, ok ? Et elle est tu te rends compte que toi, tu vas te permettre d'évaluer si cette personne est capable d'être performante sur une situation. Sur une situation. Bon, j'ai caricaturé, mais t'as compris. Toi, la gueule de la personne, elle va te revenir, elle va pas te revenir. Elle va te faire penser à ta mère, elle va te faire penser à ton cousin, elle va te faire penser au mec qui te martyrisait à l'école. Tu le trouves beau, tu la trouves belle. C'est la question que j'ai. Tu vois ce que je veux dire ? Pour toi, il y a beaucoup de recruteurs qui recrutent au feeling ? En fait, qui disent et qui pensent recruter au feeling. Non, je pense que la grande majorité, pour ne pas dire 100% à l'époque où vraiment le sujet n'était pas développé, la grande majorité des recruteurs recrutent sans s'en rendre compte, excuse-moi, majoritairement au feeling. Alors ce que toi t'appelles feeling, c'est pas c'est juste qu'ils se rendent pas compte que leur avis, ils le prennent sur des facteurs complètement indépendants de ce qu'ils pensent. Sur pas les bonnes métriques, justement. Les gens peuvent te raconter ce qu'ils veulent, mais le simple fait de trouver quelqu'un beau, sur tes critères, évidemment, là on est complètement sur quelque chose qui bouge. Mais le simple fait que tu trouves la personne beau et belle, ça engage justement sur le recrutement. Si tu couples ça avec du côté sympathique, tu vois, par exemple, mais il faut être. Enfin, je veux dire, c'est évident que ça biaise. Ça ne devrait pas. On n'est pas là pour. Tu vois, on n'est pas là pour. Est-ce que ça va être sympa de le regarder ou de la regarder au quotidien ? Est-ce que cette personne, elle va délivrer la performance pour le poste ? Et est-ce qu'elle va s'épanouir dans le poste ? Parce qu'il n'y a pas qu'une partie de est-ce qu'elle va répondre à ce que tu attends. C'est est-ce que le poste va répondre à ce qu'elle attend. Parce que si tu mets quelqu'un dans un poste qui répond pas à ce qu'elle attend, la personne, elle se barre. Le gros problème que tout ça règle en dehors de la honte que certaines entreprises et recruteurs devraient éprouver à recruter les personnes encore sur des choses archaïques, c'est quel est le risque et l'impact d'un mauvais recrutement. C'est ça le problème. C'est la question que je te pose d'ailleurs. Ça dépend. Alors, tu peux prendre sur l'axe financier. N'importe quelle boîte, elle sait. Turnover, etc. Par exemple, nous, les sales, tu recrutes un mauvais sales qui t'a l'air bien au début, tu le gardes 3-4 mois et tu essaies de le virer avant le 6e parce que tu as sa période d'essai ou quoi. Tu l'as payé pendant 3 à 4 mois, voire plus, à pas foutre 1 euro dans les caisses de la boîte. Lui, il t'a coûté sa paye. T'as peut-être payé des formations et pendant ce temps-là, tu recrutes personne. Ce qui fait que quand lui va se barrer, ton siège, il va rester vacant et il va falloir que tu retrouves. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, je crois que le coût moyen, je sais plus si c'était dans un an de métier, je crois que c'était autour de 40 à 70 000 euros le coût d'un mauvais recrutement dans un métier moyen
je dis des bêtises certainement pour plein de trucs, mais il y a forcément des stats qui ont été véhiculés qui sont des grandes moyennes de moyenne, mais il est évident qu'un mauvais recrutement, même d'un jour, coûte de l'argent. Le problème, c'est pas uniquement l'argent, c'est à quel point aussi ça peut faire des dégâts. Tu fais arriver quelqu'un dans une équipe qui est complètement à côté de la plaque, qui coïncide pas du tout avec le spirit de l'équipe et avec les gens qui la composent déjà, tu peux créer des lésions graves dans la boîte. Dans l'équipe en interne. Ouais. Tu peux complètement défocus ton équipe qui, quand elle est focus, est une espèce de machine de guerre parce que elle, comme tout organisme déjà existant, elle va chercher à se débarrasser de ce nouvel arrivant qui pose problème. Moi, je l'ai vécu en vrai, tu vois. Mais dans une équipe où tout se passe bien, puis là, tu tournes la tête, on vous dit coucou, il y a un nouveau, une nouvelle. Au début, tout va bien, hein, la façade, le masque et tout. Et puis, on se rend compte que ça fout rien. Ça parle mal, ça essaye de zigzaguer pour s'attribuer les mérites et tout. Et bon, bah, comme tout le monde, conversation ouverte, conversation saine, on en parle directement horizontalement, puis on en parle un peu verticalement pour voir. Ça réagit pas parce qu'on est dans l'urgence, on n'a pas le temps, on veut surtout pas reconnaître qu'on a merdé sur le recrutement. Mais l'équipe, elle va s'autogérer. Soit elle va mourir, comme un organisme, hein, soit le virus, il va tuer l'équipe, soit l'équipe va tuer le virus. Dans tous les cas, le virus, il va mourir. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bon. Sauf que quand ton équipe elle est occupée à tuer le virus, quand ton dev, ton principal dev front-end, je suis n'importe quoi, il rentre le soir, et d'habitude lui le soir, après s'être fait une petite partie de LOL ou de je sais pas, ou avoir joué avec son gamin, parce qu'il faut arrêter de caricaturer les devs comme les gens qui font que jouer aux vidéo, mais après avoir eu une petite phase ludique ou une phase famille, une phase privée, il se remet toujours un peu sur son ordi pour aller anticiper un peu les tickets de demain et il est excité par le fait qu'on développe une nouvelle feature, je ne sais pas quoi. Quand le soir, il fait pas ça, mais il prend un verre de vin et il parle à sa compagne ou à son compagnon du connard ou de la connasse qui vient de rentrer dans l'équipe qui lui pompe l'air, t'es en train de fumer ton équipe parce que t'as ramené un élément, un mauvais élément. Attention, t'as le droit de t'être trompé, hein, tu vois. Mais pour moi, on devrait plus, avec le progrès que des boîtes comme Assess First et d'autres ont fait connaître à l'industrie du recrutement et aux méthodes de recrutement et à la science du recrutement, on devrait plus trop avoir le droit de se tromper sur des critères comme cela. De toute façon, il y a toujours une erreur possible. Et c'est d'ailleurs important aussi d'être capable de la détecter, l'erreur. Okay, mais l'incompatibilité d'une personne avec un poste en tant que futur performeur ou performeuse, déjà, c'est grave de ne pas l'avoir détecté et c'est pas un diplôme qui te garantit une performance. On peut aussi aller loin en parlant de l'obsolescence des compétences, la rapidité de l'obsolescence des compétences. Tes compétences d'aujourd'hui, là, que tu as peut-être mis 6 ans à acquérir en t'achetant un diplôme dans des écoles à 15K par an, etc. Machin, dans 2 mois, s'il faut, elles ne servent à rien. Bienvenue dans la génération de ChatGPT, tu vois ce que je veux dire, enfin, alors que quelqu'un qui a appris à apprendre, qui se dépasse, qui est dans le goût de l'effort, qui est dans la curiosité, etc., on s'en fout. On s'en fout de est-ce que les compétences il l'a ou il les a pas. On sait juste que quand on lui en donnera des nouvelles à apprendre, il ira. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bien sûr. Donc le côté est-ce que la personne va performer, déjà ça c'est un point très important à surveiller. Le côté est-ce que le poste correspond à la personne. C'est hyper important. Si la personne elle veut faire ce que tu lui proposes, mais t'as tout gagné. À l'inverse, t'as tout perdu. Sauf que la personne, elle vient pour le salaire au début. Dans 95% des recrutements, les gens, ils ont besoin d'être recrutés. Faut pas oublier ça. Hein, Pôle emploi, bonjour, tu vois. Maintenant, oui, il y a des gens qui migrent de poste en poste, qui migrent d'une boîte à une autre, qui se font chasser, etc. Mais le gros des recrutements, la personne qui est recrutée, elle est choisie. Tu vois, elle est sortie d'une situation, elle est en train de réharmoniser son équilibre financier personnel. Je sais pas dans quoi elle est, mais elle est rarement dans une situation de « Oh, j'ai descendu un peu mon salaire parce que là, je trouvais que je gagnais trop ». Donc, elle va prendre la paye, tu vois. Et puis après, elle va commencer à se rendre compte que son taf, il lui ponce la gueule quand même. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Tu vois, elle va s'en accommoder plus ou moins longtemps. Il y a même des gens qui passent des vies, c'est horrible, mais c'est la réalité, qui passent des vies à faire un taf qui les insupporte, Qui les plaît pas, ouais. Qu'elles ont choisi et qui les insupporte. Parce que quand tu l'as pas choisi, c'est autre chose. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point qui est hyper important, bon, il y a un point qu'on traite chez Assess First comme chez tout corps qui compte des scientifiques dans ses rangs et qui est sérieux, c'est la psychométrie. Dans le côté cognitif, c'est-à-dire qu'on va évaluer ses capacités cognitives. Est-ce que, faut le dire à un moment donné, est-ce qu'elle est au niveau cognitif qui est attendu sur le poste ? Le niveau cognitif, évidemment, il y a des notions d'intelligence, etc., mais on parle pas de QI ou quoi. On parle de capacités cognitives. Okay, qui peuvent se travailler. Alors, oui et non. Oui et non. Oui et non. Je veux pas dire non, mais je pense que c'est plus non que oui. D'accord. Pour le coup, vraiment. Okay. On parle malheureusement je crois, de quelque chose d'assez injuste et peut-être pas radical au point que je le pense, mais je pense que non. Voilà. Par contre, c'est des choses qui peuvent changer avec le temps, mais je crois qu'elles changent que dans un seul sens,
à savoir le mauvais, quand l'âge faisant ou maladie faisant. Voilà. Peut-être que je dis une énorme connerie, des gros guillemets et à la vérifier, une vraie question, mais de ce que j'ai vraiment retenu, de ce qu'on a pu me partager comme savoir, on peut se rendre compte de jusqu'où on est capable d'aller, et donc on a l'impression d'avoir travaillé, sauf qu'en réalité c'est juste qu'on n'avait pas été voir jusqu'où la pièce va dans notre capacité à comprendre. Les intelligences, il y en a, je crois, plus d'une 50aine différentes. Alors, c'est pas si on dit des intelligences, mais des capacités cognitives. Pas parce que tu sais compter que tu es brillant cognitivement. Mais je crois qu'on ne peut pas faire évoluer. Peut-être que je dis encore une énorme connerie. On ne peut pas faire bouger le curseur maximum. Par contre, on ne s'est peut-être pas encore, à l'heure où on y pense, rendu compte de quel est notre curseur maximum. Tu vois. C'est pour ça que la première fois que les gens ils font un test psychométrique, parfois, normalement, un test psychométrique bien fait, que tu le fasses pour la première fois ou pour la 250e, tu dois trouver la même chose. Enfin, tu dois en éprouver les limites au même moment. Mais des fois, c'est plutôt fait à l'arrache parce qu'on a juste besoin que tu cliques sur le site pour récupérer ton mail et t'envoyer une séquence de merde plus tard. Donc, un bon lead magnet de merde ou un truc de magazine que tu fais. Les gens, ils ont l'impression de progresser. Donc, ils pensent qu'ils deviennent plus intelligents. Je pense pas. Je pense qu'on peut fertiliser le terrain de jeu de notre intelligence déjà en allant découvrir son envergure, mais aussi en essayant d'y rentrer le plus de culture et de savoir possible, de savoir si possible activable. Donc c'est sûr que quelqu'un qui lit jamais rien, qui regarde jamais rien, qui écoute jamais rien, qui parle jamais avec personne, vs quelqu'un qui va passer 50 ans à lire tout ce qui concerne sa problématique, ses passions, etc., à la fin ils peuvent avoir les mêmes degrés cognitifs, je sais pas quoi, les mêmes limites cognitives et d'intelligence que tu veux. Je pense que celui qui a passé sa vie à lire, à ingurgiter, à apprendre et à confronter ses connaissances, t'aura l'air 10 fois plus brillant. Alors qu'en fait, scientifiquement, non. Fermons la parenthèse là parce que j'ai vraiment pas envie de dire des conneries et je sais que mes pairs me regardent. Quand je dis mes pairs, c'est encore une fois les gens. Chez Assess First, c'était un privilège pour moi de bosser dans cette boîte en dehors de ce que ça m'a appris dans le métier, tout. C'est que j'ai été au contact de gens vraiment genre humain, smart, un truc de malade. Alors humain, de ouf. Et en plus, c'était une boîte full remote, donc c'est pas évident. Mais t'avais des gens comme Émeric Kubiak et Simon Baron, pour pas les citer, mais aussi David Bernard, le fondateur, ou Stanislas Lunel, qui était mon manager direct. Enfin, t'as des gens qui sont brillants. Tu sais, on me dit souvent, c'est un garçon brillant, c'est une nana brillante. T'entends souvent dans la vie. Les gens, ils en pensent 2% quand ils te le disent. Là, je te dis, c'est brillant. C'est quoi pour toi quelqu'un de brillant ? C'est quelqu'un qui... C'est une très bonne question. C'est quelqu'un, je pense, qui te fait te poser des questions et qui est incapable de te parler sans t'apprendre quelque chose. Je pense que... Alors, c'est une mauvaise définition, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je ressens que quelqu'un est brillant. Parce que si la deuxième partie de mon explication, tu peux dire, ouais, mais en gros, c'est quelqu'un qui sait plus de choses que toi. C'est pas faux, tu pourrais le caricaturer comme ça. Mais les gens qui arrivent à te faire comprendre des choses et qui, évidemment, en savent 100 fois plus que toi et qui s'intéressent à toi de la bonne manière, enfin... Ça m'a toujours un peu impressionné. Je sais pas si t'as une définition différente. Quand t'as dit quelqu'un qui m'apprend quelque chose, ok, on peut s'arrêter au sens littéraire, qui m'apprend quelque chose que je ne savais pas. Mais à partir du moment où, à plein de moments, on a eu des échanges tous les deux, et je me dis, ah putain, c'est pas forcément quelque chose que tu m'as dit, mais... C'est un shift. C'est un shift dans le cerveau, on m'a dit, ah, ça, tu vois, ça fait réveiller un truc où toi, dans ton travail d'introspection, ça t'a éveillé un truc, t'as pas forcément dit une info. Tu vois, c'est pas forcément une info que tu sais pas, mais tu partages quelque chose qui, toi, te fait mûrir ta réflexion. Exactement. Toi, en introspection, tu vois. Donc, au début, j'avais compris la définition que t'avais. Pour moi, quelqu'un de brillant, c'est c'est quelqu'un, en fait, qui t'apporte quelque chose de positif. Tu vois, je vois un peu plus grand. Enfin, c'est un peu. Je sais pas. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que c'est toi qui fais ce travail d'introspection ou lui qui t'a apporté une information que t'avais pas. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui t'apporte quelque chose de positif et quelque chose de sain aussi. Je sais pas si tu vois. Bah bien sûr. Tu vois, dans le positif. Ouais, bien sûr. Il y a cette notion-là. C'est qui la personne la plus brillante que tu connaisses, que tu peux citer ? Que je connais ou que. Non, que tu connais, que t'as vraiment. Ah oui, je vois ce que. Peu importe. C'est toi qui décides de la dimension. C'est toi qui décides de la dimension. Que je ne connais pas. Tu vas me prendre pour un. Non, au contraire, je pense que c'est un des meilleurs sujets de conversation à avoir. Un conseil, pense au micro. Ouais, bien vu. Le temps que je réfléchisse, je te retourne la question, puis après je te dis les miens. Parce que je m'attendais pas du tout à cette question. Alors, que je connais, c'est très dur. Ouais. Que je connais, c'est très dur. Il faudrait que je me pose. Mais en fait, le problème, c'est que il y a tout de suite un effort, un travail de comparaison. Alors que c'est pas bon, en fait. Ouais, c'est pour ça. Il y a des gens qui m'ont marqué dans ma vie à différents moments. Mais que je ne connais pas et que
potentiellement je donnerais beaucoup pour rencontrer. Pour moi, il n'y a aucune contestation. C'est Alexandre Astier. L'auteur, créateur de Kaamelott, je sais pas si tu connais, qui est en bien plus que simplement un créateur. J'avais pensé à lui, et puis après, il y a Kian Kojandi aussi que j'aime beaucoup. J'aime énormément Kian, mais en fait, je retrouve beaucoup de Kian dans Kian, et il y a une logique implacable, c'est que Kian a la chance, je crois, d'avoir côtoyé les œuvres d'Alexandre Astier, d'y avoir fait des petites apparitions, d'avoir été aidé et d'avoir une grande relation avec lui. Donc il y a une espèce de logique sensei un petit peu une logique de mais je vois ce que tu veux dire avec Kian. Ouais, complètement. J'adore les deux de toute façon, mais là je parle vraiment de brillant dans le sens quand quelqu'un, enfin tu vois, moi je retrouve ça quand j'ai la chance de le voir très souvent avec Oussama, c'est des gens qui disent des choses, mais pas forcément à toi, c'est ça qui est incroyable, qui t'arrêtent, et comme tu le disais, c'est pas nécessairement que t'as appris quelque chose, t'as même peut-être rien appris de nouveau, mais ça a mis en perspective quelque chose qui ne l'était pas, ou ça a bougé une perspective. Et moi, je suis affamé de ça. Et après, tu vois, il y a deux formes de brillant, entre guillemets. Il y a le brillant qui va être ultra polyvalent, genre couteau suisse, un peu comme un Alexandre Astier, où tu peux l'emmener sur n'importe quel sujet, et tu pourras te répondre, tu vois, tu pourras avoir une vraie discussion. Et t'as des gens qui sont brillants sur un sujet, mais genre focus niché, tu vois, sur ce sujet. D'un côté, tu prends pour moi, c'est pas être brillant, ça. C'est être qualifié. C'est être... et c'est génial quand tu parles à quelqu'un qui est au bout de la pointe du savoir. Mais... être brillant, c'est un mec couteau suisse qui peut se mettre sur n'importe quel sujet, et il y a cette capacité d'apprentissage sur ce sujet pour devenir bon, tu vois. Genre, tu prends LeBron James. Tu vois, le gars, il a 39 ans, il est en train de péter tous les records. Mais est-ce que tu pourrais avoir les mêmes discussions avec quelqu'un comme ça ? Est-ce que tu vois ? Après, c'est ce qu'il y a, c'est que nous, on est partis, toi et moi, là, on a mis brillant du côté très intellectuel, quoi. Tu vois, alors que d'autres pourraient l'entendre. Moi, je me rappelle, j'ai un papa qui a fait quasiment toute sa vie dans la presse sportive et notamment le football. Donc, qui est un connaisseur pouce-puce. Quand je sais que quand il parlait de certains génies de l'époque que lui a vu, ça pouvait être Platini, mais ça pouvait être aussi des Figo, des Zidane, etc. Quand il décrivait à quel point c'était pas normal ce que faisait par rapport au reste du monde, par rapport au reste des joueurs, c'était des gens brillants qui avaient une lecture. Tu sais, il parlait de lecture de jeu, il parlait de capacité d'anticipation, de déduire. Enfin, tu vois, et on pourrait parler de brillance. C'est pas c'est une sorte d'intelligence aussi, mais c'est pas la même intelligence que quelqu'un qui va t'impressionner par sa capacité à détailler, par exemple, je sais pas moi, l'astronomie. Tu vois, qui est un sujet qui fascine tout de suite, tu vois. Mais tu vois, la dernière phrase en date qui m'a fait... d'ailleurs, c'est marrant. Il le dit... c'est la dernière phrase en date d'Alexandre Astier qui m'a marqué, parce que c'était quelque chose que j'ai essayé de dire une fois à ma femme avec qui je parle beaucoup et que j'arrivais pas à formuler. Et lui, il arrive et boum boum, il te pose les mots en impro, le tout en faisant quoi ? En bouffant des piments dans Hot Ones avec Kian Kojandi. Je l'ai vu. Il dit, je pense, alors désolé la paraphrase, enfin c'est peut-être pas la citation au mot près. Je pense que ce qui me bouleverse le plus dans les œuvres, c'est de savoir que quelqu'un a eu besoin de les faire. Ah, je l'ai vu, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est exactement ce que je pense, et que j'étais incapable de dire. Alors, ce que je pense, c'est mentir de dire c'est exactement ce que je pense, puisque vu que t'as pas réussi à le formuler avec ton langage, alors qu'on est tous les deux maîtres de notre langage, c'est que tu le pensais pas vraiment. Mais c'est ça, c'est que pour moi, une œuvre n'est une œuvre que si elle naît d'un besoin. Je sais pas besoin dans le sens sales, là, c'est pas du tout le bon. Donc pour toi, l'artiste, c'est un besoin d'expression, du coup ? En fait, l'artiste... je veux pas parler d'artiste, parce que pour moi, une œuvre, c'est pas nécessairement quelque chose d'artistique. Le créateur de l'œuvre, on va dire. Pour moi, celui qui crée l'œuvre, il la crée parce qu'il a besoin de la créer et que le reste du monde ne l'intéresse pas, dans le sens où c'est pas une commande, c'est pas un jeu de stratégie, c'est pas jeu de stratégie, pas l'œuvre en elle-même. Le fait c'est pas pour plaire à... Enfin, et si, ça pourrait, tu vois. Tu vois, c'est justement un bon exemple. Créer quelque chose pour plaire, pour séduire, quelque part, c'est pour un besoin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais lui, quand il parle du besoin, en tout cas, comme je décide de l'entendre, c'est putain, si je fais pas ce truc-là, ça va pas aller. Tu vois, même quitte à m'exploser la tronche. D'ailleurs, les gens qui portent cette philosophie se foutent des résultats. Ils oublient les résultats, tu vois. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Alors évidemment, on n'est pas des demeurés, on va pas refaire 50 fois quelque chose qui plaît pas. D'ailleurs, dans cette philosophie-là, il y a aussi la philosophie de jamais faire deux fois la même chose, qui est pas que une philosophie purement astiérienne, si on dirait.
il y a plein de grands qui ne font jamais 2 fois le même truc. On dit, oui, mais vous changez tout le temps. Bah oui, on change tout le temps. Le copain Sofiane Pamar, que tu m'as dit connaître aussi, Sofiane, tu prends 2 albums, bah, c'est toujours différent. Tu vois, et il a complètement baladé la presse musicale au début. Un coup, c'est du tango, un coup, c'est du rap hardcore, un coup, c'est du classique. Oui, parce qu'on fait jamais 2 fois la même chose, et que ce qu'on fait, c'est... Mais c'est ridicule ce que je te dis, parce que là, on parle d'un mec qui fait parler un piano tellement c'est incroyable la connexion qu'il a avec l'instrument, mais ça va aussi pour un mec qui développe un SaaS, qui code. Bien sûr. Je sais pas, mais t'as besoin de le faire. Tu prends là où les personnes qui sont dans la vraie vie, et je leur souhaite d'être vivantes, Satoshi Nakamoto, donc qui ont codé le Bitcoin et qui l'ont plus ou moins inventé, le jour où on le retrouvera, on verra. Je pense qu'il y avait un besoin. Oui, il y avait un besoin, ça répond à des besoins. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est la personne qui l'a fait, elle pouvait pas dormir si elle l'a pas fait. La création, c'est un besoin. Hein. Voilà. Oui, t'as besoin de création dans ta vie, mais l'œuvre en elle-même. Enfin, j'ai l'impression de pas être assez clair. Si, je vois ce que tu veux dire. Le fait d'avoir je pense qu'Alexandre Astier, s'il faisait pas Kaamelott, il pouvait pas dormir. Je pense que quand parce qu'il est compositeur, il est monteur, il est tout ce qu'on ne lui connaît pas dans le grand public, il fait plein de trucs. Peu de gens savent que Kaamelott, c'est aussi des BD. Hein. Il y a des livres. Peu de gens savent qu'il est compositeur, chef d'orchestre, etc. Mais que ce soit lui ou un autre, je pense que... Il est même conteur. Bah, ça ne m'étonne pas du tout. Il est même conteur. Ça m'étonne pas. J'avais regardé c'était pas un spectacle, mais en fait, t'avais une petite troupe autour, et lui, il se met au milieu, il raconte l'histoire. Ah, La Veillée. La Veillée. Oui, mais La Veillée, c'est un programme. C'est pas que lui. Mais j'adore l'histoire j'adore le passage d'Alexandre Astier dans La Veillée, que je recommande à tout le monde sur YouTube. Ouais. Alors, je sais pas de qui est ce format, si c'est Canal. Je sais pas du tout, mais du coup, je pensais. Et de Jonathan Cohen, qui sont délicieux. C'est un truc comme ça. Oui, c'est une histoire. Tu viens raconter une histoire avec une espèce de morale ou un truc. Je fais un virage. On va faire un virage, parce que sinon, on va faire 2 heures sur. J'ai juste une dernière question. C'est quoi l'œuvre qui t'a, toi, le plus touché de toi? Je suis curieux, du coup. Alors, l'œuvre, c'est trop vague, mais. La création. La création qui t'a le plus parlé à toi, Basile Vierne. C'est... ouais. Moi, je suis honnête. Enfin, c'est horrible. Ça peut être n'importe quel Dire je suis honnête, c'est être malhonnête. Non, par contre, je peux faire juste une précision sur ce que je voulais dire. Ouais. Tout à l'heure, t'as dit des gens qui peuvent te parler des heures et te faire réfléchir sur un sujet en disant, tu sais, les experts, alors qu'Alexandre Astier, on le met sur n'importe quel sujet et il est capable parce qu'il est intellectuellement extrêmement souple et brillant. Oui, mais être capable de parler sur n'importe quel sujet, ça veut pas dire qu'on est brillant. Ah non, ouais. Sauf si on est tout le temps honnête. Et je pense, et c'est peut-être pour ça qu'il fait partie des gens que j'estime le plus. Moi, je n'admire pas. J'admire plutôt les actes que les individus. Mais c'est parce que j'ai la sensation que ce mec, comme d'autres que je connais dans ma vie privée et qui sont pas des gens connus, il est tout le temps honnête. Dans ce qu'il dit. Je sais pas, quitte à ce que ça le foute dans la merde, mais c'est pas en mode oh là là, il ose dire ce que tout le monde pense tout bas. C'est pas du tout ça. C'est que si tu l'interroges sur un truc qui le fait fondamentalement chier, il va commencer par t'expliquer que ça le fait fondamentalement chier. Il avait lâché d'autres punchlines dans. Il est connu pour être. Le format que t'avais dit. Enfin, dans. Oui, il est connu pour dire clairement les choses, mais pas comme un outil de communication. Non. Pas pour faire parler de lui. Dans un souci de sincérité, en fait. Des gens qui savent parler de tout et de rien, j'en connais. J'ai même peur d'en faire partie. Enfin, pas peur, mais je sais que je peux en faire partie. Et j'espère être honnête envers moi-même en me disant que j'aspire à être aussi régulier dans mon honnêteté sur tous les sujets et pas juste être un acrobate en train d'essayer de démontrer sa capacité physique à parler sur tous les sujets, mais juste à dire ce que j'en pense, l'exprimer de la manière la plus rapide et évidente possible. Enfin bref, c'était pour juste ajouter cette notion d'honnêteté. Et encore une fois, ça rejoint ce truc sur l'œuvre qui est... quand tu fais une œuvre que tu as eu besoin de faire, tu es dans l'honnêteté en fait. C'est-à-dire, c'est pas une honnêteté de je déclare des faits honnêtes, je suis honnête, je ne prends pas les sous du voisin, je suis honnête, je te dis ce que je pense. Beaucoup de gens confondent l'honnêteté et la franchise. Ouais. Là, c'est honnête dans le sens vrai. Si tu fais une œuvre que tu as besoin de faire, tu es en train de montrer l'intérieur de toi. Je sais pas si... Tu dévoiles. Mais oui, une œuvre, c'est toi. Une œuvre, c'est tu t'enlèves un morceau et t'essayes de le polir avec le monde et de le donner au monde. Parce qu'il y a des gens qui font des œuvres qui en ont rien à foutre. Soit tu le verbalises, soit tu lui donnes une forme visuelle. C'est quelque chose que tu as... D'ailleurs, je suis faible en latin, mais ouvrage ou œuvre, je pense que c'est quelque chose que l'on fabrique. Tu vois.
Et en anglais, le mot est puissant. Build, c'est Construire. en fait, c'est autant. Il y a make, mais c'est autant construire que fabriquer. Ouais. Tu vois, c'est bâtir, fabriquer, et rendre physiquement présent dans le monde. Et tu vois. Et c'est là où tu vois, enfin, tu dis bâtir, tu pars du from scratch, Ouais. de rien. Ouais. Et c'est là où le parallèle avec quand tu parlais d'un développeur, etc. Tu peux encore plus comprendre en fait que c'est Bien aussi sûr. une œuvre, c'est aussi une création. En fait. Mais du coup, t'as pas répondu à ma question. Oui, pardon. L'œuvre qui t'a le plus parlé. Bah, en fait, je peux pas comparer des livres avec. Moi, Ouais. je suis extrêmement sensible à la musique. J'ai eu des parents qui, sans être des prétendus ceintures noires de quoi que ce soit dans ce domaine-là, nous ont baignés dans la musique avec mon petit frère, qui lui a embrassé une carrière de pianiste de très haut niveau, et moi j'ai embrassé une carrière de frère de pianiste. De très haut J'ai niveau. touché à plein de trucs, j'ai fait de la guitare, du violoncelle, etc. Mais je suis assez sensible et réceptif à la musique. D'ailleurs, il n'y a aucun style musical particulier, même si je crois que les choses les plus puissantes que j'ai écoutées sont dans la musique classique. On va pas se raconter de bêtises. Bien sûr. On parlait de lui tout à l'heure, mais moi, tu me mets... tu vois, là, jeudi dernier... Ah non, pas jeudi dernier, jeudi de la semaine d'avant. Donc, c'était en plus mon anniversaire, donc c'était une belle date. Je suis allé écouter Sofiane Pamar au Zénith de Lille. En ce moment, dans la programmation qu'il a construite sur cette année, il a eu l'idée géniale de convier donc un saxophoniste qui intervient sur son dernier album qui s'appelle Ferdi et qui est présent à tous les concerts de sa tournée, si je dis pas de bêtises, et ils improvisent sur un morceau qui est d'un ancien album à lui qui s'appelle Chicago. Ce morceau était déjà mon morceau. Il me met dans un état d'apaisement qui est assez incroyable. J'invite tout le monde à aller découvrir Chicago de Sofiane Pamar, qui fait partie de l'album Planète. Et sauf que là, Chicago en live, en impro, les gens, parce que c'est très jazzy, comme les gens du jazz savent qu'il y a un niveau d'impro dans le jazz qui existe nulle part ailleurs. En saxophone plus piano au Zénith de Lille, depuis le 3e rang, c'est autre chose. Tu vois, c'est meilleur que le meilleur plat du meilleur chef 3 étoiles du monde, etc. Et c'est pas de le réécouter, c'est de le voir et de voir. Moi, c'est le truc qui me. Là, je suis en train de partir loin, mais de voir, parce que je le connais, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup échanger, c'est de voir le plaisir sur sa gueule, tu vois. Voir un pianiste en train de jubiler par l'échange musical qu'il est en train d'avoir avec un autre musicien qui jubile tout autant, mais qui, lui pour le coup, il est saxophoniste, le pauvre, donc il est altéré. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens qu'il est... Mais ça, c'est un truc, mon gars, bon, voilà, donc les œuvres... Moi, j'ai un livre qui m'a marqué plus que les autres, qui est un livre que tout le monde prétend avoir lu, mais très peu l'ont fait en entier parce qu'il est extrêmement long, qui est un livre de Dumas qui s'appelle Le Comte de Monte Cristo, que tout le monde connaît de nom. J'ai pas lu. Je te garantis que très peu sont rentrés dans le détail, qui est l'histoire de comment on pourrait définir par une histoire littéraire romantique, je crois qu'on les qualifie de ce mouvement-là, pas romantique l'adjectif, le style, la vengeance. La vengeance dans son sens le plus entier. C'est pas une histoire de vendetta, c'est pas une histoire de gang ou de quoi, mais c'est situation prometteuse, agréable, tout ce que tu veux. On nous enlève, on nous prive, on nous vole, on nous laisse pour mort. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais toujours le scénario. Pas de problème. En fait, on a survécu, mais personne n'est au courant. Tu vois? Et on va revenir. Sauf que j'ai jamais rencontré dans ma vie une œuvre où, et j'ai pas une énorme culture, donc c'est peut-être normal, où le gars ou la nana qui revient le fait avec le brio, le cœur et la prévision donc du comte de Monte Cristo, qui s'appelle Edmond Dantès, qui est un personnage. D'ailleurs, il y a dû avoir des adaptations cinématographiques, je pense, de ce film, mais je comprends pas que ce soit pas le film le plus adapté et réadapté. C'est tellement incroyable. Il y a un seul film qui m'a fait cet effet-là, alors qui n'a rien à voir avec Monte Cristo. Comme ça, t'aurais fait musique. Non, mais c'est pas du tout le film qui m'a fait. Mais c'est non, mais je te parlais du côté à quel point la personne a eu le temps d'étudier sa vengeance. Ok. Et dans vengeance, j'entends retour. Tu vois. Me dis pas Tekken. Non, mais c'est pas du tout ça. D'ailleurs, j'en peux plus, moi, des Taken-like films. Non, c'est un film avec. Alors, c'est quand même du bon Gerard Butler, Jamie Foxx et tout. Ouais. Mais je crois. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un mec qui a un job plutôt normal. Et évidemment, un soir, des mecs rentrent dans sa maison, violent sa femme devant lui, la tuent, tuent leur gosse et tout machin.
Et à cause de l'imbrication de la justice un peu merdique, un des gars est pas condamné, voire même est relaxé, etc. Et je sais plus ce qui se passe, mais un des coupables se fait buter, et on comprend, voire même il se dénonce, je crois, que c'est le pauvre gars qui... mais il se fait buter peut-être 10 ans ou 15 ans après, tu vois, que c'est le mari qui a survécu. Et donc il se fait interpeller, et là il annonce, je déforme certainement le scénario, c'est Gerard Butler et le mec de 300, et Jamie Foxx qui joue l'avocat qui attaque, je crois, Gerard Butler, ou l'inverse, ou qui le défend, et il dit qu'il va tuer des gens alors qu'il est en prison. Et les gens meurent. C'est quoi le nom du film ? Je sais plus. On peut regarder. Non, mais les gens meurent. C'est-à-dire qu'il arrive à tuer des gens sans bouger de sa cellule. Pourquoi ? Parce que vous verrez, mais que ça fait un petit moment qu'il réfléchit. Et en fait, on se rend compte que le gars... alors, il paraît que spoiler, c'est pas bien. Moi, j'en ai un peu rien à foutre, je vous cache pas. Vous voulez pas écouter la suite, n'écoutez pas les 10 prochaines secondes. Le gars est un tacticien. Des services, un peu... tu vois. Et donc, il est capable de tuer quelqu'un 5 ans à l'avance. Par exemple, avec, je sais pas, un nœud de cravate qui va être piégé, avec une pilule qui va arriver exactement dans la bonne boîte, qui va arriver dans la bonne livraison, qui va arriver dans le bon tiroir de pharmacie. Et que le gars va prendre... etc. Tu vois. Bref. Et alors évidemment, c'est beaucoup moins romantique, brillant littérairement. Et d'ailleurs, ce qui est fou dans la littérature de Dumas, c'est à quel point il apporte un détail fou, très poussé, et en même temps, il laisse une place incroyable à ta projection, à ton imaginaire, tu vois. Parce qu'il y a des auteurs qui verrouillent vachement, en fait, l'imaginaire que tu peux avoir sur une œuvre. Et lui, je trouve il te sert à mort, mais en même temps, il te laisse un espace... Il ouvre un champ des possibles. Et moi, quand j'imagine, en lisant Le Comte de Monte Cristo, j'en ai une image incroyable. Enfin, je veux dire, et je pense que personne n'a la même image. C'est ça qui est beau. Ouais, sur les œuvres, et puis après... Vas-y, parce qu'il faut qu'on... C'est quoi, toi, du coup ? Moi, sur les œuvres, c'est 1984, George Orwell. Ok. En livre. Et en musique, c'est un compositeur, c'est Joep Beving. Attends, redis ? Joep Beving. Joep, en fait, c'est J-O-E-P. Sauf que J-O-E-P. Je sais plus si c'est finlandais ou parce que là, hollandais. Pour retrouver mon pote de Du coup, ça se dit Joep. Joep Beving. J-O-E-P Beving. Et du coup, je l'avais vu au conservatoire. Et c'est quoi ? C'est de la classique, c'est de la musique classique. Ok. Et en fait, je l'avais vu au conservatoire de Lille. Donc déjà, le lieu est ouf. C'est un lieu qui est fait pour la musique. Clairement, quand t'aimes vraiment la musique, tu vois, et que tu vas au conservatoire, toute l'acoustique est faite pour ça, tu vois. Et c'est genre le plus beau moment de ma vie, sincèrement. C'est le plus beau moment de ma vie. Parce que le mec, déjà, il est immense. Il faut savoir que ce mec est immense. En taille. En main. Et il est quoi ? Il est instrumentiste spécifique ou il fait tout ? Il fait. Moi, je le connais que sur la partie piano. Non, tu l'as vu au piano. Ah, je l'ai vu au piano. Et déjà, je trouve que voir un pianiste, c'est quelque chose. Déjà, visuellement, visuellement, tu vois, c'est quelque chose. Et donc, le piano, t'avais l'impression qu'il était tout petit, genre limite qu'il tenait un verre d'eau comme ça dans sa main, tellement le mec est grand en taille. Ok. Et en fait, il faisait souvent des interludes où il expliquait un petit peu cette chanson, etc. Et à chaque fois, il regardait pas les gens parce que il était comme ça. En fait, cette chanson, donc je vais pas me baisser pour le micro, mais en fait, cette chanson, c'était le Covid, c'était la pire dépression de ma vie. Et à chaque fois, il raconte l'histoire qu'il y a derrière. Et à chaque fois, ça fait là, en fait, cette chanson, j'ai perdu mon meilleur ami sous mes yeux. Voilà. Donc sa vie, c'est. Et en fait, c'était à chaque fois, tu faisais le parallèle. Ok, cette chanson-là, c'est plus de l'audio, tu vois. C'est une histoire, tu vois. Et c'est là où j'ai eu les larmes aux yeux pendant tout le long du truc. Et ça m'a retourné le bide. Vraiment, c'est là où je me suis dit, c'est vraiment quelqu'un qui pose des mots, qui pose des sons sur des souffrances, sur des expériences, sur des. Et c'est les deux œuvres qui m'ont le plus parlé. Ouais, c'est incroyable. Je me suis projeté dans ton... Joep Beving, et ça m'a... Ok, je connaissais pas. Mon frère doit connaître certainement, mais je connaissais pas du tout. Ouais. Il a fait un son qui s'appelle Paris sans flamme. Juste, à chaque fois, les clips, c'est lui avec le piano. Et t'emmènes dans des trucs. Tu parlais de projection, de s'ouvrir. Rien que la musique, là... Voilà un petit peu mes œuvres. Je voulais te poser une question. On va revenir un peu sur le sujet du recrutement parce que là, on est pas... Il y a un truc que je voulais dire, c'est... Ouais, dis-moi. Le morceau qui m'a fait un peu le même effet, c'est parce que j'aime beaucoup me dire que en écoutant un épisode de podcast, quelqu'un va aller découvrir quelque chose qu'il connaît pas. Ouais. Moi, le morceau qui me touche le plus, il y en a deux. Je sais pas si tu connais le Cygne de Camille Saint-Saëns. Non. Bon, Camille Saint-Saëns, grand compositeur de musique classique. Le Cygne de Camille Saint-Saëns. Ouais. Saint-Saëns, ça s'écrit saint comme un saint, mais S-A-E-N-S, sens. D'accord. C'est pas sens comme le sens. Allez écouter cette mélodie. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Et il y a un morceau que j'aime beaucoup dans Gladiator qui s'appelle We Are Free. Now We Are Free, sauf que... Hans Zimmer. C'est Hans Zimmer, donc c'est évidemment un bijou. Oui, mais le jour où tu écouteras l'adaptation
faite par un duo de violoncellistes qui s'appelle Two Cellos, que tu connais peut-être. C'est Ouais. 2 violoncellistes qui font que du violoncelle. Mais je savais pas qui avait pris. Moi, le violoncelle, c'est un instrument pour lequel j'ai une affection particulière, que j'ai même pratiqué quand j'étais plus jeune. Cool. Je trouve que c'est l'instrument qui se rapproche le plus de la voix d'un homme. Tu vois, c'est vraiment pour moi un instrument qui pleure et qui chante en même temps, mais qui est dans la bonne tessiture. Enfin, je sais pas si tu vois, il y a un truc particulier avec le Il y a violoncelle. la métrique parfaite, je vois ce que tu veux dire. Et Now We Are Free donc Two Cellos, c'est 2 cellos, CE2LOS, comme 2 violoncelles. C'est incroyable. Parenthèse, Gladiator incroyable. Non mais Gladiator incroyable, Clairement, tout le monde incroyable, Russell Crowe incroyable, la famille incroyable, mais ce morceau de Hans Zimmer, tu viens de le souligner, mais réinterprété par ces deux fous furieux du violoncelle, franchement c'est un truc, ça t'aplatit. Enfin, moi en tout cas ça m'aplatit. J'ai une question qui a pop tout à l'heure. Si tu veux pas répondre, je comprends, parce que c'est une question qui est très personnelle. Là, on voit qu'on rentre un petit peu même dans le truc est complètement parti en couille. Voilà, ça part clairement dans tous les sens. On vient de cramer la première heure, donc tu vois ce que je veux dire. Je le sais. On peut encore croire qu'on va se rattraper. Ouais, ok, donc ça va. Mais au moins, tu vois, ça fait un épisode qui est très personnel et ça me plaît beaucoup. Aujourd'hui, est-ce que toi, t'as eu un mentor qui t'a accompagné dans ta vie? Ouais, c'est ultra. Ouais, je vois ce que tu vois. C'est ultra personnel, donc si tu veux pas répondre, je le comprends. Alors non. Ouais. La réponse c'est non. En revanche, je pense que j'ai passé ma vie à chercher un mentor. Ok. Et c'est un peu la douleur. Pas la douleur, mais ouais. D'accord. C'est un peu. T'aurais aimé avoir un sensei? J'ai eu des sensei très temporaires et qui ont toujours fini par soit malheureusement disparaître, soit il y a les aléas géographiques qui font malheureusement du dégât aussi. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a leadé longtemps. D'accord. Tu vois. J'ai eu un père qui a été très en retrait sur. Pas quand je dis sur notre éducation, ça veut pas dire qu'il était pas dans notre éducation, mais qui a pas du tout occupé une place de mentor qui te dit prends ton fusil, on va en forêt. C'est pas du tout comme ça que j'ai été élevé. Moi, j'ai été plutôt élevé par une mère alpha très louve. Ouais, très louve et très. Enfin, on a dû se démerder, tu vois. Ouais. Mais j'ai un peu passé ma vie à chercher. Je sais pas si j'ai cherché, tu vois, un grand frère ou un mentor. Moi, je suis l'aîné, donc j'ai pas de grand frère. Mais je pense que j'ai passé ma vie à chercher quelqu'un à rendre fier. Tu vois. Ouais. Et même peut-être encore aujourd'hui, tu vois. La manière que j'ai d'interagir avec certains de mes aînés, il y a de ça. Et c'est pour ça que je suis très fraternel dans mes relations avec les plus grands. Et évidemment, je regarde les 80% des gens qui m'ont aidé et qui ont été des mentors à un moment sont toujours dans mes relations et sont mes amis, mais sont plus du tout dans cette posture de me donner de la valeur continuellement. Et en général, le lien que je garde avec eux, c'est ce côté un peu grand frère, tu vois. Et le choix que tu as fait de transmettre à, par exemple, la Rocket School, ouais, il y a un peu de ça. C'est dans cette optique un petit peu. J'ai dû être très mauvais. J'ai essayé de transmettre le plus ce que je pouvais à mon petit frère. Ouais. Et je crois que j'ai été pas bon. Et qu'on est on est deux personnes complètement différentes. On n'est pas du tout, enfin, on n'a aucun point de similitude à part d'être frères, tu vois. D'accord. Moi, je suis très dans l'extérieur. J'ai traîné dehors très tôt dans ma vie. J'ai fait mes armes dehors. Ma mère a voulu le préserver en voyant les conneries que moi je faisais. Donc lui, c'est l'inverse. Il a pas pu aller dehors. Il a été privé un petit peu de ça. Il a été à fond dans la musique. Moi, la musique, j'ai lâché assez tôt. C'était son échappatoire, du coup. Ouais, complètement. Puis mon frère, c'est un vrai créateur, un artiste passionné et désintéressé. Complètement. Alors, je dis pas que moi je suis l'inverse, je suis un enfoiré intéressé, quoi. J'ai essayé de transmettre à mon frère des choses et je me suis souvent fait mal. Parce que ça marchait pas, tu vois. Et du coup, j'ai cherché plus tard mais dans tous les petits jobs et dans tous les grands jobs que j'ai fait, j'ai toujours eu ce côté donner à celui qui est un peu moins avancé sur la route que toi. Ouais. Parce que j'ai toujours eu avant l'inverse, tu vois, les gens un peu plus que moi. T'étais dans leur position. La transmission, ouais. Donc forcément, tu comprenais en fait leur situation et tu voulais les aider en fait. Bah, je sais pas, enfin, je pense que ça nous anime de la même manière, mais pour moi, c'est indispensable et je pense que c'est le meilleur moyen de valider quelque chose. Si t'es capable de le transmettre, c'est pour moi le plus haut degré de validation, tu vois. Après, y a des variables, hein, mais ouais, carrément. En fait, je pense que déjà, après, c'est mon avis personnel, tu vois. Je pense que déjà l'humain est fait pour transmettre, tu vois. Ouais, complètement. Déjà, rien que l'humain est fait pour transmettre. À partir du moment où tu te freines à ça, tu mets une barrière qui est ultra dommage, parce que le fait de transmettre, automatiquement, ça va t'apporter plein de choses. Alors, tu dois pas transmettre dans l'optique de t'apporter des choses à toi, mais moi, c'est un truc que j'avais pas anticipé avec les coachings. Ça s'est vraiment fait par la force des choses, tu vois. Mais quand j'ai lancé en début d'année, les rencontres humaines que j'ai fait
Et la manière dont tu grandis, toi, en tant qu'humain, c'est indescriptible, en fait. Tu vois, la manière là dont j'ai grandi sur cette dernière année, avec les coachings, avec le fait de m'ouvrir aux gens, avec le fait de parler à des gens, de transmettre sur un sujet qui me plaît, j'ai plus appris en un an qu'en des années, alors que je sortais tout le temps, je partais j'étais tout le temps dehors un peu comme toi, tu vois, c'est une autre strate en fait. Hein. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, complètement. Et le fait d'avoir transmis aussi en école de commerce, c'est aussi autre chose, parce que t'as une notion de responsabilité. Donc j'aimais bien qu'on a parlé tout à l'heure sur les entreprises qui font un peu miroiter monts et merveilles, parce qu'il y a aussi une vraie responsabilité, tu vois. C'est une génération qui est en train d'arriver en face de toi, et tu dois porter tu dois avoir les épaules solides, tu dois transmettre vraiment quelque chose. C'est la génération future qui arrive, tu vois. Ouais. Et c'est l'un des plus gros déclics que j'ai eu, je pense, sur cette année, tu vois. Ouais. C'est quoi ton plus gros déclic, toi, sur cette année? Ta plus grosse prise de conscience? T'as bien posé des... T'as enchaîné. C'est quoi Non, les œuvres, ça faisait presque mignon, mais... T'as les œuvres, après le mentor, et là, c'est plus quoi le plus gros déclic? On est là pour apprendre à se connaître. Je trouverais ça suspect de répondre en... Enfin là c'est bon, j'ai passé les 3 secondes de réflexion, mais t'imagines quelqu'un qui te répond en mode du tac au tac. Des fois ça me fait cet effet dans les podcasts que j'écoute. Alors il y a peut-être du montage. Peut-être qu'il a préparé la question. Ah ouais, mais moi ça pour moi c'est une question profonde. Je fais une parenthèse, il y a ah non, il y a zéro prep. T'as reçu aucune question aujourd'hui. Depuis tout à l'heure je te prends de cours à chaque fois. On s'est appelé il y a 2 semaines, on dit vas-y viens on fait un podcast donc pour la première fois comme vous le voyez certainement sur les images au Clap de Lille chez Maxence Tison. Mais c'est un peu improvisé, mais c'était le but. La fin d'année a été compliquée pour plein de raisons. Et je pense qu'un des déclics les plus intéressants dont on peut parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui provient de la littérature de Paul Graham, que je cite souvent, qui est donc l'une des personnes qui a fondé Y Combinator, l'incubateur le plus connu du monde, qui a incubé Stripe, Airbnb, qui tu veux, dont la relève a été accessoirement Sam Altman, qui plus tard a fondé OpenAI et compagnie. Donc lui, Paul Graham, n'est plus dans cette activité, mais il a laissé une littérature assez incroyable et complètement accessible gratuitement sur son site qui s'appelle paulgraham.com. Il a écrit des essais, et moi, je me suis... Quand on est parti de Dubaï pendant l'été cette année pour éviter la vague de chaleur, moi j'ai gambadé un peu dans l'île, je suis retourné un peu à bosser à Nantes, à Paris, etc. Et j'ai éprouvé énormément le besoin de build. On parlait de build tout à l'heure, j'avais envie de build et de monter une nouvelle structure autre que ma structure purement de formation, de strat et tout. Et tu te mets à chercher tu te mets à te prendre pour le futur entrepreneur du futur, entre guillemets, et tu te mets à chercher un produit que tu peux build. Et puis moi, je suis assez lesté par mon besoin qu'il y ait du sens, mon besoin que ce soit honnête, dans le sens, je veux pas faire croire à quelqu'un que je vais faire quelque chose alors que je sais pas le faire. Le sens, c'est hyper important pour moi, sans te parler d'impact à la con, enfin, pas à la con, je vois ce que tu des veux gens dire. qui te mettent de l'impact alors qu'il n'y a pas besoin d'en mettre. Mais moi, faut qu'il y ait un sens pour moi. Tu vois, genre, il faut que j'y trouve mon compte. Et j'aime pas trop les choses médiocres. Limite que ce soit viscéral un peu. Ouais, complètement. Quand je dis sens, c'est vraiment un sens qui me prenne moi. Ouais, voilà, après, si en plus ça a un sens. C'est pour ça que le terme viscéral. Et je me suis mis à cogiter, à gamberger et tout. Donc j'ai la chance, comme les gens. C'est marrant, il y a 3 jours, il y a un mec qui m'arrête dans une boulangerie à Lille et qui me dit. Ah non, dans une boulangerie, c'était pas lui. Qui m'arrête dans la rue et qui me dit excuse-moi, c'est toi le garde du corps d'Oussama? Parce qu'il m'a vu dans un podcast qui date de... Enfin bref, donc j'ai la chance, comme les gens savent, d'avoir côtoyé de très près, de côtoyer Oussama, qui est pour le coup un mentor pour des milliers de personnes, mais surtout pour les gens de son cercle, de très haute qualité, mais qui va jamais te donner des conseils consignes. Tu vois, ce que j'appelle les conseils consignes, des ordres. Le conseil consigne, c'est un conseil qui te donne une action. Ouais. Le conseil, c'est juste un morceau d'information. Tu vois, on parlait de ça tout à l'heure. C'est entendre la phrase que je t'ai citée d'Alexandre Astier. Tu vois, pour moi, ça suffit. Tu vois. T'en fais ce que tu veux. T'as pas besoin de conseils, mais quand on t'en met un peu devant toi, tu choisis ton truc. Le conseil consigne, c'est je sais tout, fais ça. Après, il y a des conseils consignes qui sont intelligents, mais on va pas rentrer dans le débat. Et il m'avait déjà poussé un petit peu des petites punchlines de Paul Graham. Il cite très souvent Paul Graham parce que lui, il a une très grosse culture de tout ce qui s'est fait dans la Silicon Valley, etc. Il y a été lui-même, donc forcément, par rapport à des gens comme toi et moi qui
découvrons ça avec un écho peut-être de 10 ans de décalage, c'est très différent. Et il m'a poussé vers la littérature de Graham et je suis tombé dedans. Ok. Et le problème de la littérature de Graham, c'est qu'elle est... D'ailleurs, on parlait des gens les plus brillants que je pense que c'est... Tu peux le mettre dedans. Je pense que tu me fais un dîner où tu m'invites Alexandre Astier. Alors j'allais dire et Paul Graham, mais en fait pas du tout, parce que je pense que l'un parle pas français et que... Alors je pense qu'Alexandre Astier parle anglais, mais je veux pas l'entendre en anglais, Alexandre Astier. Tu vois ce que je veux dire? En fait, non, oublie le dîner avec les deux en même temps, mais je pense que je passe un bon moment. Mais Graham, c'est un cerveau très spécifique. Et le problème de la littérature de Graham, c'est qu'elle laisse pas la place aux moyens, dans le sens être moyen. C'est pur. C'est l'excellence ou rien, c'est ça? C'est pas l'excellence ou rien, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il t'explique que tu dois construire quelque chose dont les gens veulent. Et donc forcément ont besoin, etc. Et tu tombes dans des essais qui vont t'aider, entre guillemets, à savoir comment on trouve une bonne idée de start-up. Et tu te dis, bah putain, je vais lire ça. C'est de la littérature. Alors aux États-Unis, c'est assez répandu. Dans le monde de la tech, tout le monde connaît Paul Graham. Ou en France, c'est autre chose. Et du coup, je pose la question pour les auditeurs, c'est en anglais ou c'est en anglais. Ça a été traduit? Non, pas du tout. Pas encore. Pas encore. Ah. Et alors, je t'ai expliqué en off, et je sais pas si je m'exprimerai publiquement, entre guillemets, enfin pas publiquement, mais mon podcast s'est arrêté Gamba des Gamberges, pour une raison que je t'ai expliqué, c'est que j'ai plus accès aux machines sur lesquelles mes rushs et compagnie étaient, et notamment d'autres choses. Bon, l'histoire, on la garde entre nous, mais c'est rien, c'est des affaires privées. Mais entre autres, il y avait d'autres projets en cours, et un de mes projets, parce que j'en ai ras le cul de citer Paul Graham, à des gens qui font putain mais c'est qui Paul Graham, waouh trop bien, vu ce que tu nous en dis il faut absolument qu'on aille lire, et qui font paulgraham.com, parce qu'il a une petite particularité, c'est qu'il a un blog qui tient depuis des dizaines d'années, qui est codé en Lisp, c'est un langage dont il a été spécifié parce qu'il est programmeur entre autres. D'accord. Qui est juste moche en fait, littéralement le site est horrible, visuellement c'est pas bon, voilà. Moi j'adore, plus c'est minimaliste et horrible, plus je trouve que c'est sain, mais c'est horrible de passer, parce qu'il y a des essais qui font 30 pages. Dis-moi. Je sais pas si tu te rappelles, quand on a fait le premier épisode, on avait parlé de littérature anglaise, française, etc. Tu m'avais partagé un truc et que je l'applique depuis. C'est le fait de lire en anglais et ensuite de te le traduire. Ouais. Tu vois, où toi tu t'étais potassé des bouquins et tu les avais traduits derrière. Tu vois. Ah ouais, tu les apprends comme si tu les avais écrits. Et je suis en train de faire ça avec. Donc je vais peut-être. J'ai écorché son prénom, mais c'est un historien israélien qui s'appelle Noah quelque chose. Il a écrit Sapiens, brève histoire de l'humanité. Ah, Sapiens, oui, bien sûr. Voilà. Mais là, je suis en train la honte. Comment je vais mal prononcer son nom, c'est horrible. Oui, Sapiens, le livre le plus vendu cette année. Oui. Bah là, c'est pas Sapiens que je fais, parce que Sapiens, je l'ai lu en français, et là, je suis en train de lire du coup 21 lois pour le 21e siècle. Okay. Donc ça parle, tu vois, et je suis en train de le faire, donc c'est un conseil que je partage vraiment. C'est puissant. Là, je l'ai appliqué, donc là, on est en train de parler de traduction. C'est ultra puissant si vous avez la possibilité, même. Que ce soit même, faites-le sur un Harry Potter. C'est con ce que je veux dire. Mais surtout, faites-le sur un Harry Potter. Parce que vous le connaissez. À partir du moment où vous comprenez le bouquin et que vous le traduisez derrière, vous avez un double apprentissage que j'ai appliqué pour le coup. Donc, les conseils de Basile, c'est pas de la merde pour le coup. Non, c'est pas moi qui les ai inventés. Mais, bien sûr. Et on est complètement dans c'est très pertinent. Je sais plus du tout où j'en étais avant. Voilà, je suis désolé. Non, mais on était sur le déclic un petit peu que tu avais eu sur cette. Oui, non, pardon. Et donc, ce que je voulais dire sur Graham, c'est que moi, j'avais un peu prévu mais je vais le faire. C'est juste que du coup, cette espèce de fin d'accès à certaines machines que j'avais m'a posé problème. Je te cache pas. Mais tu me disais, est-ce que c'est traduit? Moi, j'en avais un peu ras-le-bol que tout le monde me dise, c'est super, on va aller voir en ligne. Et une fois qu'on arrive en ligne, on se rend compte que le blog est illisible parce que en termes de confort, et qu'en plus c'est du 100% anglais. Alors sans être à un niveau élitiste, c'est de l'anglais sérieux, tu vois. C'est pas la notice de ta balance, tu vois. Donc évidemment, les 3/4 des gens à qui je recommande Graham liront jamais Graham. Et en plus de ça, je trouve que c'est un format qui se prête particulièrement bien à être écouté. C'est mon opinion, je me trompe certainement. Okay. Donc je trouve le projet de le lancer. Tu sais, c'est des essais en plus, c'est pas très long. Alors, il y en a qui sont longs, mais c'est pas très long des essais. Un essai, ça peut faire 3-4 paragraphes. Souvent, les essais, c'est écrit comme parlé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Alors, lui, il met je pense que lui, il met un effort différent, mais c'est un peu, ça peut être ça. Lui, il met un effort, je pense, super. Lui, il a une capacité à écrire de manière claire qui est incroyable. D'accord. Mais du coup, le projet, c'est toujours de traduire Paul Graham en français. Ok. Ce qui est, ça, là, pour le coup, c'est fait sur les essais les plus intéressants que j'ai trouvés, et de les enregistrer. En livre audio? En audio et en podcast en fait, de les mettre gratuitement à disposition, sachant que Paul Graham laisse libre
cours à n'importe qui veut utiliser ces essais, à condition d'être crédité, tout simplement, d'être cité. Normal, hein. Ce que je trouve être brillant. Ok, donc je tombe dans la littérature de Paul Graham, et plus tu avances dans sa littérature, plus tu te dis, en fait, je vais jamais trouver une idée, parce que pour trouver une bonne idée, il faut pas vouloir trouver une idée. C'est le serpent qui se mord la queue. Non, mais c'est surtout que c'est la vérité, en fait. Ouais, C'est-à-dire que t'as beau réfléchir, t'as beau penser que t'as trouvé la technique du siècle pour trouver une idée, en fait, tu trouves rien du tout des idées, bref. Et ça m'a vraiment plus l'épisode que je t'ai raconté en off, qui a été une tannée à gérer sur la fin d'année, plus des petits aléas de santé qui m'ont pas mis en très bonne disposition. Petit cocktail, c'est bien, des fois la vie te rappelle que... T'es chaud, toi ? Ah oui, ça va. Genre, on vérifie que c'est bien fixé, tu vois. Ouais. Et ouais, je suis tombé un peu en mode, putain, je suis saoulé, et au niveau moral, c'est pas fou. Alors j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire, je suis soutenu, j'ai des amis, une famille, les frérots... on embrasse d'ailleurs, on en parlait en off, Thomas Rivol et Max Rivol et Fabien, que t'as rencontré récemment, qui sont des crèmes. Et en fait... il m'est arrivé un truc que je pensais pas mériter, enfin pas mériter, mais que je pensais recevoir, c'est qu'en fait, il y a une phrase de Graham que je trouve être la phrase la plus brillante que j'ai lue pour l'instant de lui. C'est alors il parle d'idée, quand on dit idée de start-up, on parle d'une idée d'une start-up qui a un potentiel à devenir une licorne. Licorne, c'est-à-dire une boîte valorisée plus d'un milliard de dollars, enfin c'est une boîte énorme, parce qu'en fait, elle répond à une vraie attente d'un vrai marché, qui en plus d'être un vrai marché est un marché croissant, qui a les moyens d'acheter le produit. Enfin, on parle d'un market fit absolu, tu vois. On ne cherche pas une idée startup juste pour mettre founder de startup sur LinkedIn. Okay. Il a une phrase qui est simple, c'est tout ça rentre dans un essai où il est dans l'idéation de startup, comment tu trouves les idées, et lui il t'explique, on peut pas. Il dit, ok, une bonne idée de startup ne se trouve pas, elle se remarque. Alors, cette phrase-là, dite comme ça, tu la prends, tu cales une porte avec, c'est pareil. Sauf que quand tu ponces le truc, et surtout dans sa littérature, tu te rends compte qu'en fait, c'est la vérité absolue. Et que tous les problèmes que tu règles en ayant une idée, et que tu règles vraiment, tu les règles parce que tu as remarqué qu'il manquait quelque chose. Ça te saute aux yeux, en fait. Parce que ça t'a brûlé toi, parce que ça a brûlé un de tes proches, ou que ça t'a sauté aux yeux. Et en fait, c'est incroyable quand tu fais la prise de conscience. Tu fais putain, mais oui, c'est ça. Alors déjà, t'abandonnes l'idée que ta boîte, quand on a l'idée, ce sera ta boîte dans 10 ans. Tu vois, les mecs qui ont fait Airbnb, s'ils pensaient qu'ils avaient créé ce qui existe aujourd'hui, jamais ils auraient commencé. Airbnb, c'est éclaté au sol quand tu lis le truc du départ. C'était quoi déjà de base ? Airbnb, c'est un truc pour louer des matelas dans sa maison, son appartement, pendant les conventions, donc pendant les salons. C'est les conventions dans les villes où il y avait une grosse concentration de visiteurs et donc où les hôtels étaient saturés ou très chers parce que les hôtels montaient les tarots et tout machin. Et c'est juste et du coup quand il y a plus la convention ou le salon, ça s'arrête, la ville elle est fermée, il y a plus. Et donc c'est Brian Chesky, enfin tu vois les fondateurs qui ont une histoire incroyable. Après il y a les mésaventures d'Airbnb et Airbnb, boîte incubée ou backée par Y Combinator, donc Paul Graham qui a été leur conseil, etc. Donc quand tu dis une bonne idée de start-up ne se trouve pas, elle se remarque. En ayant abandonné l'idée que tu veux trouver une licorne du premier coup, tu veux trouver une idée qui règle un vrai besoin, il te manque un truc, c'est que ça veut dire qu'il faut être suffisamment... Paul Graham, il appelle ça à la frontière du savoir, c'est-à-dire que tu connais complètement ce qu'il y a à connaître sur le sujet pour pouvoir te rendre compte de ce qui manque. Mais t'es pas non plus la tronche dans le trou comme un sur-expert dont on pouvait parler tout à l'heure, qui est complètement à la pointe de la pointe et qui comprend plus le reste du monde, parce que ces gens-là, eux, ils peuvent plus se rendre compte. Ils sont trop dedans, tu vois. Il faut être à la bonne distance, mais il faut quand même avoir une grosse... Tu peux pas découvrir... Oh là là, mais j'ai constaté qu'il y avait ce manque dans le quotidien des comptables si tu comprends rien à la comptabilité. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as besoin d'être à une certaine frontière du savoir, et tu dois... et c'est tout le jeu de... Tu dois être attentif sans chercher à trouver. Il faut que tu sois attentif. Et le meilleur moyen d'être attentif pour constater des gaps, donc des petits trous, des choses qui manquent, c'est de croiser les domaines. Parce que si tu es extrêmement chaud en tant que... alors là, je vais partir dans une comparaison qui va certainement pas porter ses fruits, mais que t'es dans le monde des salles de sport. Voilà, pour trouver un truc que toi et moi on comprend. T'es dans le monde des salles de sport. Ça fait 10 piges, t'en as monté une, t'as bossé avec ton frère, t'as été associé, t'as été commercial, t'as été le gars qui fait l'accueil et tout. Donc tu connais le domaine des salles de sport, tu connais les problèmes, et puis tu te mets à faire du dev.
tu vois. T'aimes le dev, Truc qui sur le papier n'a du rien à voir. développement, oui, ou de la peinture, mais là on va prendre le dev, c'est plus cohérent. Et ben il y a un moment donné, en fait, on parle bien toujours du domaine principal, mais en fait le fait que t'aies une espèce de variété de compétences et que ton cerveau va potentiellement les croiser, tu vas remarquer qu'il y a des trucs qui manquent, qui peuvent être réglés comme ça. Alors que jamais quelqu'un qui n'a pas cette variété de compétences va remarquer. Mais sauf que pour avoir la variété de compétences, il faut bien avoir les deux compétences. C'est-à-dire qu'un dev seul peut pas... Tu vois où je veux en venir, c'est clair ce que j'arrive. Ouais, bien sûr. Et donc en mélangeant un peu tout ça, avec la passion, l'intérêt et tout, tu deviens apte sans devoir tu peux pas le vouloir, mais tu deviens apte à remarquer ce qui manque. Donc ça démontre deux choses. D'un côté, il faut s'ouvrir à tout. Ouais, en tout cas, il faut... Alors ça, c'est un super épisode d'entre nous qu'on a fait avec Oussama, où on essaie de théoriser ce que devrait être l'école. Il faut s'ouvrir à tout ce qui t'attire. Ouais. Ok ? Si rien ne t'attire, force-toi. Mais tout, c'est un peu beaucoup. Mais ouais, il faut pas être fermé au début. Au plus de choses possibles. Voilà. Après, si tu sens que ça te gave, vas-y. Aucun problème. Next. Ouais. Mais passe ta vie à apprendre des trucs, quoi. Et enfonce-toi. Et moi, j'ai un défaut, c'est que je tire pas forcément trop le fil des trucs qui m'intéressent. Mais si tu trouves un truc qui t'intéresse, tire le fil. Et si t'en tires deux en même temps, à tout moment, tu peux croiser les trucs, tu vois. Et donc, bref, parce que je m'enfonce dans une explication très longue, mais quand tu dois pas trouver, mais remarquer une des startups, t'as compris que t'es dans un cul-de-sac. Et en fait, sur cette fin d'année, donc toi, t'es un des seuls humains qui sait ce qui m'est... Enfin, pas ce qui m'est arrivé, mais tu vas comprendre. Ça m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai fini par, dans un domaine que je maîtrise, et que je maîtrise vraiment, là, pour le coup, complètement, que je calculais pas du tout, en plus, aussi parce que j'ai d'autres compétences qui sont venues en s'entrecroisant dedans, j'ai remarqué un truc qui apparaît comme une évidence. Qui m'est apparu comme une évidence, et j'ai eu l'idée de comment combler ce gap, donc combler ce trou, point. Et donc, mais pour moi, c'est comme un cadeau. Genre, c'est vraiment, quand ça m'est arrivé, j'étais dans une côte à Garches, en train de marcher avec ma femme, et ça a fait genre vraiment, littéralement. Et c'est pour ça que tu as dit cadeau, c'est pour ça, le terme que tu employais tout à l'heure, c'est mérité. Ouais. Tu vois, et un peu mais j'étais pas bien. C'est-à-dire que les semaines qui ont précédé ce truc-là, j'étais tellement blasé d'avoir compris ce que Graham explique dans sa littérature que je me dis mais je vais jamais trouver parce que comme je m'enfonce pas assez dans les domaines que je pratique, à part certains mais qui me servent plus aujourd'hui, à part la vente, tu vois, éventuellement, je trouverai jamais, enfin tu vois, j'aurais jamais... Est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu l'info, d'avoir lu la littérature de Graham, c'est une grande question. Tu vois, ça a ouvert justement ton... En tout cas, j'ai essayé de, ce qui normalement est impossible, mais j'ai essayé de consciemment arrêter de vouloir trouver une idée. Ouais. C'est d'ailleurs ça qui m'a rendu dépressif. Parce que moi, je suis très créatif. Enfin, dépressif, tranquille. Déprimé. Ça m'a déprimé, oui. Moi, je suis ultra créatif. Ouais. J'y peux rien. C'est pas une volonté. Ma tête, elle est là. Rien que dans notre conversation, j'ai peut-être trouvé 5 idées de trucs. Ça peut être des boîtes, des logos, de ce que tu veux. Ouais. Et donc, en fait, quand t'es comme ça, c'est horrible de te dire tout ça sert à rien. Tout ce qui appartient à ça, c'est mort. Okay. Et donc, tu te dis, essaie de te connecter à ce que tu vois déjà. Et c'est très dur pour un mec comme moi, tu vois. Et c'est pour ça que je dis pas mérité, c'est parce que pour moi c'était un échec. Enfin pas un échec, mais je me disais, c'est un peu comme quand t'apprends que ça fait 3 ans que tu vises l'intégration d'une école spécifique et puis 2 mois avant de t'inscrire au concours, tu te rends compte qu'il y avait une clause d'admission, genre il faut faire 1m98. Et tu peux pas l'argent du coup. Et voilà. Et tu te fais, ah putain, et tu pourras jamais faire 1m98 à part en... Tu vois ce que je veux dire ? Et ça te fume, tu vois. Et pour autant, l'école perd pas de sa superbe, et toi, tu perds pas de l'attirance que t'as pour elle. Et tu vois, c'était un peu dans cet état-là. Et bam, genre, il y a 1 mois et demi, c'est là où... lumière, tu vois. Genre, et donc toi, t'es un des rares à qui j'ai un peu expliqué ce qu'on est en train de faire. Et voilà, donc je sais plus du tout pourquoi on parlait de ça. Parce que je t'ai posé la question sur ton déclic de cette année. Voilà, le déclic, c'est ça. Ouais. Le déclic, c'est que, et ce que j'aimerais partager, c'est pour tous ceux qui sont dans les mêmes bottes que moi il y a quelques mois, à savoir vouloir trouver une idée de start-up, de machin, arrêtez de vouloir trouver, faites des choses, et vous remarquerez et surtout, n'hésitez pas à regarder à l'intérieur. C'est-à-dire, on a tendance à dire, ah là, pour que je trouve une superbe idée, il faut que j'apprenne encore des nouveaux domaines différents que j'ai jamais vus de ma vie. Oui, n'hésitez pas à être curieux et à aller voir un peu l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a peut-être beaucoup... Si vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, vous avez fait plein de trucs, vous connaissez plein de domaines, vous êtes déjà en maîtrise sur pas mal de sujets, ça peut être intéressant de regarder. Tu parlais de tirer le fil rouge sur un sujet. Ouais, tirer le fil, c'est voir ce qui en sort, quoi. Mais après, bon, c'est un conseil complètement flottant, théorique et tout, mais c'est vraiment...
quand t'as intégré ce truc de on ne trouve pas une bonne idée, on la remarque, ça veut rien dire, hein, mais ça veut dire quelque chose dans le monde de la startup. Ouais. En fait, ça annule moi, ça a annulé mon ancienne manière de fonctionner. C'était horrible jusqu'à ce que finalement cette idée m'arrive dans le cerveau. Mais maintenant, c'est un kiff monumental, quoi. Et d'ailleurs, ça n'arrête plus. C'est-à-dire que maintenant, ça fait effet boule de neige un peu, je suppose. Exactement. Bah voilà. Exactement. Et moi, je me posais une question. Tu as parlé de tirer sur le fil rouge. Ouais, tirer sur le fil, ouais. Sur rouge ou pas, tu sais pas. Ouais, rouge ou bleu, on s'en branle. Mais juste sur le fait de tirer sur le fil. Et en fait, à plein de moments, on avait même parlé sur le premier, le fait de pas se faire violence, mais juste faire les actions pour, tu vois. Et toi, comment, c'est les conseils que tu voudrais, si tu voudrais les partager, et aussi que tu partages notamment à la Rocket School sur des nouvelles générations, sur le fait de oui, il faut faire l'effort de plus, mais à quel moment faut pas faire l'effort de trop. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas comment tourner cette question, mais on dit souvent faut faire plus pour justement se différencier, mais à un moment t'as trop fait, tu vois. Alors, je pense qu'il faut. Alors, je suis pas sûr d'avoir capté ta question. Ah merde. Non mais c'est normal, et je vais essayer pas de la clarifier, mais je vais y répondre comme je l'ai comprise. Ouais. Et si c'est pas ça, tu me dis. Il y a deux notions qui sont séparantes. Oula. Il y a deux notions qui sont importantes à séparer carrément. C'est la notion de dépassement et la notion de progression. D'accord. T'as compris ma question. Ok. Bon, bah tant mieux. T'as compris ma question. Toujours dans l'analogie du sport, mais ou pas, le dépassement, dans les deux cas, c'est intentionnel. Dans les deux cas, on fait pas exprès de se dépasser. On fait exprès. C'est pas involontaire qu'on se dépasse ou qu'on progresse. Le progrès, c'est un deal qu'on a fait. Par exemple, dans le sport, on sait qu'on s'entraîne pas pour ne pas progresser. De plus, notamment dans les trucs que toi et moi on pratique, si tu ne mets pas de progrès dans ton programme, enfin dans ton plan, c'est complètement aberrant. Enfin, c'est contre nature. On a besoin du progrès, bien sûr, pour pratiquer la discipline. Ok. Le dépassement, c'est sur l'instant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que le progrès, moi j'ai dealé que peut-être que dans 2 ans, X temps, je ferai 5 kilos de plus de muscles purs, machin, et que j'aurais pris peut-être 50%, c'est un peu énervé, mais j'aurais pris 25%, 30% de charge en plus sur tous mes exercices. J'en sais rien, je te dis n'importe quoi, ok ? Pour ceux qui comprennent ce qu'on dit. Ça, c'est un progrès. Donc du coup, ce progrès, je vais l'exploser en plein de petites étapes et je vais me mettre au service de ce progrès qui lui-même est au service de mon évolution. Mettre en place des actions pour atteindre ce progrès. Voilà, exactement. C'est un outil et un objectif en même temps. Ouais. Le dépassement, c'est quelque chose qui va parfois me permettre de remplir mon objectif de progrès, parce que des fois, ça va être dur. Mais j'ai l'impression c'est un peu l'arme que tu sors pas tous les jours. Ok. Tu vois ? Parce que sinon, tu pourras pas atteindre ce progrès. Tu vois le fusil à pompe dans les trucs genre Counter-Strike, Call of Duty, etc. machin, donc les superbes jeux. Comment on appelle ça ? Un FPS Ouais, FPS, c'est la première personne. Je suis le dernier gars qui joue aux jeux vidéo. Enfin, un jeu où t'as des armes. Tu fais pas le jeu au fusil à pompe. En général, t'as une petite arme de poing ou un fusil d'assaut à rafale. Mais des fois, t'as besoin de fumer particulièrement, spécifiquement quelqu'un ou une paroi. Et là, tu sors le fusil d'assaut ou le bazooka ou ce que tu veux dans GTA et tu fais du dégât. Le dépassement, en soi, c'est ça. Dans la définition, c'est ça. C'est normalement, t'en as pas besoin. Si tu suis que ton truc, t'en as pas besoin. Mais pour rester motivé, pour rester gainé dans ton envie, dans ton objectif, et parfois pour venir à ton secours parce que ça va pas, t'as besoin c'est un outil. Du dépassement. Ouais. Et le problème du dépassement, c'est que quand tu l'utilises, il crée une telle satisfaction que tu as envie de l'utiliser tout le temps. Tu vois ? Parce qu'en fait, contrairement à quand tu suis simplement les lignes de ton programme, qui est déjà ambitionnel, qui est déjà un objectif, si tu as un peu un tempérament de guerrière, de guerrier, de combattant, moi je pense qu'il y a vraiment un truc que certains partagent et d'autres non, et c'est pas un jugement, en fait, tu vas presque tromper le progrès avec le dépassement. Tu vois, avec le dépassement, c'est fou, mais c'est dangereux. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parce qu'en fait, le dépassement, il te donne tout de suite l'information que tu mérites. Genre, aujourd'hui, t'as mérité. Alors que le progrès, il te donne la même information parce que tu prends ton un an, avant-après, c'est comme ils aiment bien faire, c'est hyper important d'ailleurs à faire. De 0 à 1 an. Voilà, tu fais
Ah ouais, ouf, et tu prends une claque dans la gueule de Progrès. Mais le Progrès, il est rentré tout doucement. Le Progrès, j'ai suivi le plan. C'est ton copain ou ta copine, ou pour les couples, ton copain ou ta copine un peu chiant, qui est en pyjama, qui cuisine pas très bien, avec qui tu sors pas souvent, mais t'es bien. Et en fait, petit à petit, vous allez apprendre à mieux vous connaître, et petit à petit, vous allez développer une relation qui va donner un espace suffisamment sain et bienveillant et amoureux pour accueillir peut-être un enfant, etc., etc. Et à la fin, ça va faire quoi ? Ça va faire, t'as 79 piges, t'as 11 petits-enfants, une femme encore incroyable à tes côtés en bonne santé parce qu'elle a fait attention à toi et que t'as fait attention à elle, etc. Et tu vois, ça fait une famille. Bien sûr. Enfin, des fois, bon, c'est pas quelqu'un dont je suis forcément sponsor du tout, mais c'était Andrew Tate qui parlait de ça, qui disait l'autre jour j'étais à une réunion de famille chez ma grand-mère ou je sais pas quoi, et il y avait 45 personnes dans la pièce ou 70 personnes dans la pièce, et je me suis dit toutes ces personnes viennent de cette personne, parce que c'était que des cousins, des petits-enfants. Ouais. Alors, oublions je sais pas pour parler d'Andrew Tate, mais je trouvais ça extrêmement vrai. Mais avant ça, il a fallu que sa grand-mère ce soit une jeune fille qui passe les obstacles de la vie de cette époque-là, qui rencontre un compagnon, etc. Ça. Donc le couple chiant, en fait, tu sais pas ce que ça va donner dans 30 ans. Par contre, ton amant ou ton amant, pour parler comme si on était dans le conte de Monte Cristo, mais ton plan cul de quelque bord que tu sois, avec qui tu passes des soirées folles, avec qui tu t'exploses à la tequila ou quoi ou qu'est-ce, avec qui tu vis des hauts et des bas émotionnels très malsains d'ailleurs, mais que toi tu vis ton sucre, tu vois, et bah tu tombes petit à petit amoureux. Sauf que là, dans la métaphore que je fais, je suis désolé de l'annoncer, même s'il y en a qui vont vous prétendre le contraire, le côté plan cul sert à rien, à part à te divertir. Le dépassement, il a quand même le mérite de créer quelque chose de très important. Alors peut-être que le plan cul aussi, remarque, c'est la confiance. Le progrès, il crée la confiance quand t'as la chance de te prendre une tarte. Donc c'est pas tous les jours, tu vois. Quand t'as fait 1% de mieux que la semaine dernière, t'es pas là genre oh mon Dieu, mais quand tu te le prends à la fin, parce que, putain, j'ai fait cette progression là tu fais ah ouais, j'avais pas fait gaffe, tu vois. Mais ça arrive au moment où t'as le résultat. Voilà. Et encore, on est souvent très dur avec nous-mêmes. Le dépassement, au contraire, plus tu le pratiques, et on va venir 2 secondes après sur la notion de danger, mais en revanche, plus tu le pratiques, plus il te paye en confiance. Parce qu'après, il rentre dans ton identité, en fait. Tu deviens quelqu'un qui se dépasse. Parce que tu as goûté, que tu as réussi, et que maintenant, tu sais qu'en fait, il suffit d'eux. Parce que littéralement, la première fois que tu le fais, tu as peur, et puis tu as mal, et puis tu dis c'était juste ça. Bah normalement si tu t'es dépassé c'était juste ça, mais t'as quand même perdu dedans. Mais non mais t'as quand même t'as quand même du sang dans la bouche. Mais t'aimes ça, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui aiment pas le dépassement. Il y a des gens tu les fais se dépasser une fois, plus jamais. Juste ils le font même pas une fois. Oui voilà, en fait ils sont pas vraiment allés. Ils le font même pas une fois. Et donc à la fois c'est malsain parce que comme on va le voir c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que le dépassement, le dépassement, il a pas de cadre. Tu peux pas te dépasser en disant alors je me dépasse, mais que là, que jusque là, hein, surtout à 0,7 mm. Non, c'est le dépassement, dans le vide. C'est une explosion. Le dépassement, c'est le gars qui n'a plus d'armes, qui n'a plus de force, ou la femme qui n'a plus d'armes, qui n'a plus de force, qui est en train de se faire attaquer et qui dit tant pis, on y va, tu vois, et qui crie tellement fort, en courant tellement vite vers la mort entre guillemets, bah que en face ils font il est chaud, il est un peu chaud. Vas-y, on le laisse. Alors là, je prends des trucs volontairement guerriers et tout pour te donner la sensation, mais le dépassement, c'est ça. Le dépassement, c'est vraiment. Tu peux pas décider de comment tu vas te dépasser, tu peux décider d'essayer, tu vois. Et du coup, c'est une course infinie, le dépassement, hein, comme le progrès d'ailleurs. Mais là, pour le coup, c'est une course que tu peux faire tous les jours. Et tous les jours, ça peut devenir dangereux parce que il y a de la possibilité de se blesser. Il n'y a pas de cadre. Et blesser, ça veut rien dire. Hein. Ça peut être physique quand on parle d'un truc qui fait du physique, mais ça peut être socialement, ça peut être psychologiquement. Et puis, il y a un moment donné où c'est le problème de la cam, c'est que une fois ça marche, 2 fois ça marche, 3 fois ça marche, 4 fois ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, bref, donc ça a des avantages. Et toi et moi, on est des grands clients de cette cam-là. Mais je pense que moi, ce qui m'apporte le plus dans le dépassement, c'est d'être... Parce que j'ai malheureusement, et là pour le coup c'est plus malheureux qu'heureux, j'ai malheureusement pu le constater dans ma vie, par diverses expériences, le jour J, ça parle pas chinois. Tu vois, moi c'est tout ce que je veux savoir en fait. Me rappeler que... Ah oui, c'est bon. Le jour J, s'il faut aller sortir mon gamin
ou quoi aux caisses, ça parle pas chinois. Tu vois, c'est juste ça que je vais chercher parce que moi je suis dans le dépassement physique comme toi beaucoup. Ouais, aussi, mais on peut se dépasser de plein de manières, hein, attention. Hein, c'est pas que... tu vois, on se rejoint sur ça. Le dépassement physique permet derrière de travailler la peur, l'appréhension, la limite. Derrière de travailler notre mental. Tu vois, genre, ça c'est un truc qu'on. Dépassement, ça va être aussi beaucoup sur la limite plus. Parce qu'elle peut être physique, mais elle peut être psychologique. C'est-à-dire que la peur. Moi, j'ai plus de respect pour les gens qui se dépassent psychologiquement que physiquement. Ah oui, ouais, moi, totalement. Attention. Hein. Ah oui, non, moi, pour le coup. Mais faut que ce soit un vrai dépassement. Ouais, après, tu vois, pour le coup, à plein de moments, psychologiquement parlant, je me suis poussé à la salle alors que c'était un effort physique, tu vois. Ouais. Et tu vois, et c'est là où tu l'as payé avec du physique, mais. Tu l'as payé avec du physique. Psychologique. Mais tu fais t'éteins la lumière en haut pour dire vas-y, là, t'y vas et tu fermes ta gueule, tu vois. C'est. Désolé de parler cru. On avait le moment. J'avais bien aimé la discussion qu'on avait aussi. Tu poses le cerveau, là. Je pose le cerveau, tu vois. Non, sur la notion du sport dans l'entrepreneuriat, tu vois. Ouais. Et j'avais adoré la phrase que tu avais dit où tu disais. Un sportif, pas forcément qui le dégage, donc forcément quand tu le dégages c'est visuel, mais un sportif qui justement continue à être sportif dans le milieu de l'entrepreneuriat, qui continue à travailler ses armes dans le milieu du sport, automatiquement ça dénote l'image de quelqu'un bien sûr. qui est puissant psychologiquement, tu vois ce que je veux dire, et ça recoupe en fait de ce que tu dis depuis tout à l'heure et ça me plaît vraiment beaucoup. Il n'y a pas forcément de questions, hein, mais non mais j'entends ce que je me rappelle de cette conversation. Tu te rappelles de cette conversation? Bah c'est sûr, quelqu'un qui lead un projet entrepreneurial qui peut être en plus mère de famille, père de famille, et je te parle pas de tous les tracas de la vie dont certains font les frais, qui a donc une boîte, des employés et tout, et qui garde une shape toute l'année, donc qui, à moins d'un trafic génétique dont personne n'est au courant, va s'entraîner des heures par semaine, peu importe à quoi et peu importe de quelle manière, hein. Bah oui, ça dénote de quelqu'un qui a la discipline. Encore une fois, hein, l'autre jour, tu sais, ça a été la grande bah toi t'es pas dessus d'ailleurs, mais c'est le grand relancement de Threads, tu sais, le concurrent de Twitter qui avait lancé Facebook. Ah ouais. Et qui avait fermé pour les Européens qui avaient trafiqué leur compte, mais là ça y est, ça a rouvert en France. Ouais. Et t'es dessus toi du coup? Oui, bah, j'avais été dessus à l'époque pour rigoler. Là, j'ai vraiment pas la sensation que je vais retourner. Ouais. Ok. La bande passante que ça te prend, mon gars. Je voulais te poser une question d'ailleurs sur ça tout à l'heure. Toi, t'es quelqu'un qui parle beaucoup. Non, t'es quelqu'un qui agit beaucoup mais qui parle pas beaucoup. Ah, je sais pas, j'ai l'impression de l'inverse, moi. Mais... Non. Par rapport, tu vois, à la sphère LinkedIn, etc. Oui, sur LinkedIn. Tu vois, notamment la sphère LinkedIn. Ça me fait penser à ça parce que tu vois, tu parles de Fred. Sauf que là, on est dans une. Threads. Manchester. Ouais, c'est ça. Tu vois, sur cette partie-là, t'es quelqu'un qui agit beaucoup dans l'ombre et qui après t'arrives avec un nouveau projet, t'arrives avec une nouvelle idée et tu pop d'un coup, tu montes ta tête d'un coup. Sauf que là, c'est vrai. Mais ça, bon, je pars et je reviens, quoi. J'aime bien faire ça. Ouais, moi ça me fait kiffer. Mais tu vois, d'un autre côté, là aujourd'hui sur LinkedIn, il y a beaucoup l'inverse. Il y a beaucoup, je monte beaucoup ma gueule. J'ai encore rien fait, ouais. Mais j'ai encore rien fait, tu vois. Et moi, je trouve ça dangereux parce que forcément, quelqu'un qui est un peu novice, tu vois, sur la plateforme, bah, automatiquement, ça va payer du 300, 400, 500, tu vois, à des personnes qui montrent juste beaucoup leur tête, tu vois. Et c'est là où ça me fait penser à ça, quand on a parlé du recrutement tout à l'heure. Ça devient même une métrique aujourd'hui, quand tu vas vouloir recruter quelqu'un ou tu vas vouloir embaucher un profil, c'est que, ouais, il monte beaucoup sa gueule, donc il est crédible et légitime. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et toi, justement, comment tu viens déceler les pipoteurs, si je puis dire ? Comment tu viens justement mettre justement les bons curseurs pour te dire, lui, il est vraiment compétent ? Ouais, c'est facile. Ouais. Enfin, en fait, attention. Pour savoir si quelqu'un est compétent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Avoir éprouvé sa compétence. Donc connaître ou alors avoir suffisamment confiance en quelqu'un qui a éprouvé sa compétence et qui va indirectement te donner l'information. Est-ce que c'est valable en confiance ? J'en sais rien. Mais c'est le seul moyen. Tu ne peux pas savoir si quelqu'un est compétent à part en éprouvant sa compétence. Est-ce que déjà, toi, t'es qualifié pour éprouver sa compétence ? Sauf que le problème, c'est que si tu te tournes vers quelqu'un pour t'apporter de la compétence, bien sûr, c'est que toi, forcément... Depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, c'est l'équation qui fait que les arnaques sont possibles. C'est que la personne qui a le plus besoin et qui est la plus à même d'être vulnérable face à une compétence artificielle, factice, va être la personne la moins qualifiée pour être capable de valider ou non que cette compétence est bien en face d'elle quand elle va... Enfin, tu vois, c'est une forme les gens qui n'ont pas besoin de cette compétence sont les seuls qui peuvent valider ou non qu'elle est fiable. Tu vois, donc soit après ils jouent aux flics et ils dénoncent, etc. Oui, c'est pour ça que tu as des gens qui arrivent à vendre des formations d'un sujet qu'ils maîtrisent pas plus que... C'est une forme d'arnaque pour toi ? En fait, moi, je me fous de ce que tu vends tant que tu vends pas des résultats que tu vas pas délivrer.
Ok. Moi, tu peux me dire, je suis le mec le plus chaud de la Terre en vente. Je m'en fous. Par contre, si tu me dis, si tu payes ma formation, tu vas gagner 5 000 euros par mois, X 1000 euros par mois, etc. Ça, c'est de l'arnaque. Et que tu vends ça en me disant que tu es le plus chaud en vente, là, tu me poses un problème. C'est débile parce que les deux sont bullshit. Mais je me fous de ce que tu dis te concernant. Par contre, si tu vends un résultat que tu délivres pas, pour moi, il y a un problème. Pour moi, les deux sont différents. Après, les deux sont un problème. Hein, ouais, les deux sont un problème, je suis d'accord. Mais d'un côté, il y a une notion de mensonge et de l'autre, il y a une notion de promesse. Le mec qui dit je suis chaud en vente, qui te vend une formation sur la vente et que tu te rends compte qu'il est claqué, c'est un mensonge. Par contre, oui, mais il peut le croire. De quoi ? Il peut croire qu'il est vraiment chaud en vente. Ouais, mais du coup, c'est un mensonge quand même, tu vois. Bah, s'il le croit, non. C'est pas parce que quelqu'un croit quelque chose que c'est pas un mensonge. Genre là, si je te dis... S'il est sincère, il peut pas mentir. Genre là, si je te dis que je m'appelle François Hollande. Mais tu t'appelles pas François Hollande, tu le sais. Bah, donc tu peux pas le croire. Ouais, ok. Après, attention, lui, il va dire, moi, je le croyais, donc forcément, je suis désolé, mais quelqu'un qui croit... Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie justement de m'en prendre à quelqu'un et de me rendre compte qui croyait... Alors, ça ne parle pas du tout d'arnaque clinique. Non, mais qui croyait profondément ce qu'il disait. Qu'il était persuadé par sa connerie. Et d'ailleurs... T'as un exemple ? L'exemple le plus frappant dans la vie, c'est le racisme et la xénophobie. Donc quelqu'un qui disait qu'il était ouvert d'esprit et non. Non, ben non, mais... comment t'expliquer ? Quand t'es capable d'aller tuer des gens, quel que soit leur bord ethnique, leur origine ethnique, leur bord religieux ou quoi, parce que tu crois, dur comme fer, que ce sont tes ennemis, enfin, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'à tuer, mais quand tu vas ôter la vie, tu peux pas le faire si tu crois pas quelque chose. C'est impossible. Ou alors, t'es sous médication, t'es sous manipulation hypnotique, j'en sais rien. Mais ce que tu crois, ça n'existe pas. Tu vois ? Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais si tu tortures des mecs qui... Alors, doucement, le podcast est un podcast à la cool. Mais si tu attrapes des mecs qui sont persuadés que toutes les personnes d'origine sri-lankaise ont un démon à l'intérieur de leur tête et que ce sont eux qui vont tuer... Je sais pas, genre là, j'ai sorti n'importe quoi et qui va commettre des méfaits, ou ne serait-ce que parler, hein, on va pas aller jusqu'à aller, reprenons des dimensions de podcast, mais et que la personne, elle le croit, tu peux la torturer toute ta vie, elle va jamais changer d'avis. Ouais. Tu comprends ? Et pourtant, si tu prends l'information et tu dis les personnes de telle origine ethnique sont des démons envoyés par le diable, c'est un mensonge. C'est un mensonge, ouais, tu vois, mais pas dans sa bouche. Ouais, je vois ce que tu comprends ce que je veux dire. Donc là, on va revenir à des échelles qui concernent la vente. Maintenant, c'est facile de se cacher derrière ça. Mais il faut que tu dises des choses que tu peux prétendre vraiment croire. À savoir, je suis un boss en vente, j'ai une méthode complètement unique, incroyable, et d'ailleurs, ça va être vachement vers toi que tu parles. Dès que tu commences à promettre, comme tu le disais, et donc à plutôt regarder l'extérieur et les conséquences, là, tu mens. Ouais. Parce que pour ne pas mentir, il faut que tu aies vu de tes yeux le résultat que tu as provoqué. Et vu que si t'as pas il n'existe pas, si là, tu dis que c'est vrai, et qu'en plus tu promets, donc tu es dans l'avance, tu prends de l'avance sur le temps, bah tu mens. Pour toi, c'est quoi la pourcentage de enfin pas de créateurs, mais de c'est pas formateur, mais de bullshitter, si je puis dire, sur LinkedIn? Il y a plus bullshitter, je sais pas. Je pense que 99% de LinkedIn, c'est du bullshit. Ouais. Mais c'est pas la bonne question. Ouais. C'est que c'est la manière de s'exprimer maintenant sur LinkedIn. Ouais. Si tu veux, il faut pas condamner les gens parce qu'ils essayent de montrer leur beau visage. Non, mais c'est un jeu qui marche. Donc c'est normal qu'il y en ait qui jouent, tu vois. S'il y avait personne pour les écouter, s'il y avait personne pour trouver que ce qu'ils font c'est bien, s'il y avait personne pour acheter et pour être content après avoir acheté, s'il y avait personne pour les encenser, s'il y avait personne pour faire partie des communautés qui créent, bah il y aurait pas. Alors oui, dans le tas, il y en a qui sont carrément des escrocs et il y en a pas tant que ça des escrocs. Escrocs, c'est depuis le début, tu veux les niquer. Hein. Maintenant, le bullshitter, il prend ça de compétences et il en fait le Taj Mahal. Tu vois. Oui. Maintenant, si t'as 500 connards qui sont contents, t'as trouvé ta clientèle. Tu vois ce que je veux dire? Mais ta clientèle sera toujours dans le pan vulnérable de la population qui pourrait être intéressée si t'avais une vraie valeur à déployer. Et moi, je pense que c'est une perte de temps d'aller combattre ça.
Ok. Laisse-les. Pourquoi ? Parce que déjà, pendant que tu combats ça, tu fais pas autre chose. Déjà, ça devrait s'arrêter là, en fait. Fin, générique, voilà. Mais surtout, pourquoi ? Parce que les seuls gens qui peuvent se faire vraiment avoir par ces gars-là, on parle de bullshitters, hein. Les escrocs, depuis le départ, ils veulent te baiser. Okay, c'est pas ça. Là, on parle de gens qui, avec ça, te font un truc comme ça. Et pipoteurs, on va dire. Voilà. Et pipoteurs, et puis surtout des gens qui te vendent un truc que tu devrais trouver gratuitement sur un blog au fond d'internet, 2000 € parce que ça passe par le CPF. Bon. Mais attention, qui ont des clients. Parce que normalement, tu baises une fois les gens, tout le monde dit que t'es nul, il n'y a plus personne. Alors pourquoi il y a toujours des gens ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Le pire du pire, ça va être les gens qui se font fumer et qui s'en rendent même pas compte. Mais à un moment donné, ils s'en rendent pas compte. Ils sont heureux. Qu'est-ce que tu veux faire pour eux ? T'es qui ? T'es pas à l'abbé Pierre, tu vois ? Laisse-les. Et surtout, ils ont pas les moyens techniques. Quand je dis technique, on revient au cognitif. Hein. Ils ont pas les moyens techniques de comprendre toi ce que tu fais. Sinon, il se sera rendu compte que ce que Jojo il fait, c'est de la merde. Donc, c'est pas tes clients, c'est pas tes amis, c'est pas ta communauté, c'est pas tes pairs, c'est pas ta tribu. Ok ? Donc, laisse-les tranquilles. Ils ont le droit aussi d'avoir leurs propres produits. Tu vois ? Ou alors, ils finissent par se rendre compte que. Parce qu'ils ont mis le pied sur une première marche pour monter un peu leur compréhension du game. Et ils font, c'est vrai que c'était un peu creux ouais, tiens. Sans cette marche-là, jamais ils auraient la chance de potentiellement être tes futurs ou les futurs de quelqu'un, client, tribu, etc. Donc à un moment donné, c'est presque nécessaire. La sélection naturelle, elle peut se faire que s'il y a des différences. Tu vois ce que je veux dire ? S'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de sélection. Bah, la différence, c'est aussi ça. Et évidemment, c'est pas forcément... Je suis pas en train de dire, bah, tous les bullshitters, allez-y à fond. C'est pas en train de dire, mais tu pourras pas les empêcher d'exister. Tu vas pas mettre un masque la nuit et aller les étrangler dans leur sommeil. T'es pas non plus obligé de leur donner de la force. Hein, la non-action est la meilleure des actions quand tu veux passer à autre chose. Mais surtout, ton job à toi, c'est de faire en sorte que pour ceux qui passeront de l'autre côté le jour où la vie fait qu'ils auront compris qu'ils se sont fait douiller, ils trouvent la vraie différence avec une énorme valeur. Tu vois, la minute que tu passes à penser au bullshitter et à être jaloux de potentiellement... jaloux, en tout cas à être dérangé par les potentiels chiffres qu'ils arrivent à faire ou pas, c'est la minute que tu passes pas à sur montrer toi la puissance. Moi, le nombre de potes que j'ai, si tu les enfermes, et d'ailleurs, ce serait mon rêve de faire un business comme ça, mais j'ai juste pas le temps. Tu les enfermes dans un studio avec des mecs spécialisés en idéation, spécialisés en branding, spécialisés en ingénierie pédagogique, spécialisés en création de contenu et en distribution. Tu les enfermes et tu bloques leur compte en banque. Tu leur dis, tant qu'on n'est pas sorti de là avec un produit qui change vraiment la trajectoire de quelqu'un, parce que c'est l'objectif, une formation a pour objectif de changer la trajectoire. C'est tout. Dans un sens, normalement, qui est connu à l'avance, tu vois. Et bah, tu sors pas. Le nombre de gars que je connais à qui tu pourrais faire sortir un vrai produit valable, il y en a des dizaines. Le nombre qui le font, zéro. Il y en a presque zéro. Donc, à un moment donné, tu peux pas taper sur les mecs qui ont rien à vendre, qui devraient avoir rien à vendre et qui finalement vendent parce qu'ils ont juste aussi envie de payer une villa à la daronne, tu vois, ils ont pas des envies très différentes des ceux qui sont légitimes, hein, quelque part. Après, si c'était pour alimenter un réseau pédocriminel, je sais pas quoi, bon, mais ils font pas ça, tu vois. Mais à un moment donné, il faut qu'en face, il y ait une autre armée. Tu vois, tu peux pas blâmer une armée qui prend possession d'une terre s'il y a personne pour la combattre en face, tu vois. C'est à un moment donné, s'il y en a vraiment à qui ça pose problème, bah en face, il faut se lever. Alors évidemment, il y en a, on embrasse encore une fois tous les gens qu'on connaît et puis de toute façon, faites ce que vous voulez. Maintenant, faites en sorte de respecter les gens qui payent votre cam. C'est très important. Et le meilleur moyen pour faire ça, c'est de leur demander leur avis. Et la question que je me pose, d'ailleurs, il faut que je regarde le temps. Ouais, bah il reste 10 minutes. Il va rester 10 minutes. La dernière question que je voudrais te poser aussi, c'est que bah, là, on a parlé de marque personnelle. Ouais. Toi, de ton côté, est-ce que pour toi, c'est obligatoire aujourd'hui, là, sur l'année 2024 qui arrive, de bosser ta marque personnelle, que tu sois un commercial ou pas, et que tu veux te lancer à ton compte ou pas ? Alors, en fait, c'est un non-débat. C'est-à-dire que ta marque personnelle, elle est déjà là. Ouais. Qui que tu sois, okay. À partir du moment où tu t'es inscrit sur les réseaux, ta marque existe. Il n'y a rien de pire qu'une marque personnelle que tu ne travailles pas. Ok. Alors, si tu n'existes pas sur les réseaux, c'est très différent. T'as pas de marque personnelle. Mais donc, ce que je veux dire par là, pour te répondre, c'est évidemment qu'il faut bosser sa marque personnelle. Le problème, c'est l'intention de bosser sa marque personnelle. C'est pas bon. Parce que quand tu dis ça, alors toi et moi, on comprend très bien ce qu'on veut faire. Quand tu dis ça à des gens qui sont néophytes sur le sujet, excuse-moi, ils pensent qu'il faut
intentionnellement faire comme si on avait une marque personnelle, parler de soi, se montrer, alors que c'est pas du tout naturel pour eux. Non, la marque personnelle, c'est juste amplifier la portée de qui vous êtes vraiment, et plutôt qu'il y ait juste votre tante, votre voisin et vos 2 collègues Qui vous connaissent. à Station F qui vous connaissent, il y a un moyen de lecture plus ample, plus diffus, dans le bon sens du terme, plus diffusé en tout cas, disponible. Être soi-même, mais à grande échelle. À plus grande échelle. Montrer ce que vous faites. Ouais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'allais te répondre, et j'ai pas fait cette réponse-là que je voulais faire. Quand tu me disais comment on fait pour les reconnaître, je te disais c'est facile. Tu sais, les bullshitters ou quoi. Non, tu disais comment on évalue est-ce qu'on sait si une compétence est valable chez un bullshitter LinkedIn ou pas, ouais. En fait, c'est très simple. Au-delà de... il faut avoir éprouvé la compétence pour pouvoir la valider. Quelqu'un qui n'est pas en train de faire quelque chose, tu peux déjà te poser des questions. Quand je dis être en train de faire quelque chose, c'est est-ce qu'il est dans une boîte, il a monté une boîte, est-ce qu'il est sur un projet, est-ce qu'il documente un voyage, est-ce qu'il est en train d'écrire un livre, est-ce qu'il est en train de créer un château en Capla avec son fils, j'en sais rien, je te raconte n'importe quoi. Quelqu'un qui fait rien à part vendre une expertise, c'est bizarre. Ok, je vous dis juste, posez-vous la question avant d'acheter votre prochaine formation. Mais pour revenir à ta question, il faut évidemment bosser sa marque personnelle, si tant est qu'on a envie d'exister sur les réseaux sociaux et d'augmenter les avantages qu'on pourrait avoir à chercher un emploi, à trouver des associés, des investisseurs, ou tout simplement à développer une clientèle, une communauté. Maintenant, une marque personnelle doit être et rester le plus longtemps possible authentique, dans le sens bio, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de l'habiller de trucs compliqués ou quoi. Okay, c'est juste faites des choses et montrez ce que vous faites. Et montrez-vous. Et c'est toujours la même séparation des 2 notions importantes à distinguer. Mais je l'ai dit 1000 fois, donc je suis pas sûr que ce soit très... ne cherchez jamais à être originaux. Soyez singuliers. Soyez vous très fort. Vous, affirmez. Très fort. Affirmez dans le sens où plus vous êtes simple à comprendre, simple pas dans le sens c'est basique, simple dans le sens c'est tellement marqué, évident qu'on peut... C'est du bleu, tu vois, genre c'est bleu, c'est pas... on sait pas, il y a des touches de... Non, c'est bleu, tu vois. Le terme, c'est plus c'est évident à comprendre, plus c'est facile pour les gens qui veulent surtout pas avoir quoi que ce soit à faire avec vous de passer leur chemin, plus c'est facile pour les gens qui rêveraient de trouver une tribu comme vous, de vous trouver et de vous contacter. Et je parle des gens qui auraient un job à vous proposer, des opportunités à vous proposer, ou tout simplement devenir vos frérots et vos sœurettes pour des années. Tu vois, plus vous êtes vraiment vous, plus c'est facile. Mais ça demande d'oser. Et de se livrer aussi un petit peu. Tu vois, il y a cette notion de se livrer aussi un petit peu, de parler de soi. C'est pas facile, tu vois. Mais parler de soi, c'est pas indispensable. C'est-à-dire que quand tu dis aux gens parlez de vous, ils pensent qu'ils doivent arrêter leur vie, tu vois, s'asseoir dans un fauteuil et faire du Victor Hugo sur la foi. Ou alors si t'as un peu de goût pour la narration, si t'as un peu de goût pour le storytelling, et Dieu sait que c'est des canaux hyper puissants pour faire passer des messages, des idées, et pour encore une fois faire preuve de singularité, démontrer ta singularité, parce que tu prends des épisodes extrêmement spécifiques qui vont démontrer un trait de ta personnalité ou démontrer quoi que ce soit. Si t'as un peu de goût pour ça, c'est le paradis. Mais il faut pas non plus que parler du livre que de ta vie passée. Mais pour les autres qui n'ont pas ça, juste faites des choses et parlez-en. C'est parler de vous. Tu vois, mais parlez-en pas comme le community manager d'une pauvre TPE qui fait des carousels sur la nouvelle marque de pince à épiler que sa boîte elle sort. C'est vous là, c'est vous le centre de sujet. Vous qui êtes en train de monter cette activité. C'est vous qui êtes en train de changer de taf. C'est vous qui êtes en train de vous former. Je sais pas si on peut pas conclure là-dessus, mais tout à l'heure quand on a parlé des alternants, j'ai oublié de dire un truc. La dernière chose dont vous devez vous qualifier, c'est d'être alternant. Quand vous êtes alternant, vous êtes tout un tas de trucs, et à la fin, éventuellement, c'est quoi le statut juridique, administratif auquel tu corresponds? Alternant. Voilà. Et le problème des alternants, c'est qu'ils commencent par dire « Bonjour, je suis alternant ». Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes tous sauf étudiants, vous êtes tous sauf alternants. Ah bien, vous êtes étudiants, vous êtes alternants. Mais avant ça, vous êtes un tas de trucs intéressants, un tas de trucs uniques, un tas de trucs singuliers. Et il faut essayer de tuer ce truc-là chez les alternants. Tu veux que je te livre un truc? Ah ouais, vas-y, livre. Allez, vas-y, on livre. Moi, je suis encore alternant, là. Bah oui. J'ai terminé il y a 3 mois. C'est génial, t'es l'exemple. J'ai terminé il y a 2 mois, tu vois. Mais sinon, quand j'étais du coup à Finker, l'agence de prospection, c'était un contrat d'alternance.
Et j'ai de la chance, d'ailleurs, je leur fais un coucou, j'ai de la chance qu'il y a très peu d'entreprises aujourd'hui, quand ils prennent un alternant, quand ils se rendent compte que l'alternant est bon, ils disent ok, bah éclate-toi ailleurs, tu vois. Ouais. Là, c'est ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont dit bah, franchement, vas-y, t'as du temps pour tes projets, fais tes projets, et encore une fois, je leur en remercie. Bah, bien sûr, ouais. Mais ce qui m'a permis derrière de me mettre sur d'autres projets, et encore une fois, c'est génial. Mais si aujourd'hui je m'étais présenté en tant qu'alternant, jamais ça aurait été possible, et on le sait tous les deux, tu vois. Si aujourd'hui tu te présentes en tant qu'alternant, automatiquement, T'es la preuve vivante. Bah Donc, voilà. tu vois, C'est parfait. rien que pour ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Est-ce que tu voulais qu'on finisse sur quelque chose, transmettre quelque chose une dernière fois? Enfin, une dernière fois, pour aujourd'hui. T'en as un, toi? C'était cool, sincèrement. Ah oui, c'était cool, hyper... ça c'est sûr. Ouais, non, c'est sur la notion de. On a ouvert le champ des possibles, ça m'a vraiment beaucoup plu. Transmettre quelque chose, bah, en si peu de temps, c'est compliqué. On a beaucoup parlé, mais je sais pas si. J'ai un mot de la fin aussi. C'est un mot de la fin? Ouais. Mais c'est pour la continuité de la question que tu m'as posée avant. Mais pourquoi c'est important d'avoir une marque personnelle ou pas? Puis on s'en fout de la marque personnelle. N'oubliez pas que les gens vont vous voir à leur manière. Toi, tu auras l'impression que tu auras homogénéisé le moyen d'être compris, et donc tout le monde va avoir la même image de toi. Alors en fait, tu montes le même truc à 3 pélos, les 3 pélos, ils ont compris autre chose. Ce qui est important, par contre, c'est que ce dont je suis persuadé, c'est que tout le monde a quelque chose dans la caboche que le reste du monde devrait savoir. Tu vois. Ça veut pas dire que ça vous appartient. Peut-être que c'est quelque chose que quelqu'un d'autre a déposé. Peut-être quelque chose que vous savez même pas que vous l'avez dans la caboche. Peut-être que c'est quelque chose que vous sous-estimez complètement en termes de valeur pour d'autres. Et on parlait tout à l'heure des grands esprits qui nous ont inspirés, qui lâchent 3 mots comme ça, qui ont l'air de 3 mots posés dans un cendrier, alors qu'en fait ça fait une espèce de dingue. Mindfuck, ouais. Et il y a qu'un moyen pour faire en sorte que tout ça, tous ces trucs, toutes ces petites lucioles qu'on a tous dans les cerveaux et tout, il y a qu'un moyen de faire en sorte que ça serve à rien. C'est de surtout pas partager, c'est de surtout pas parler, c'est de surtout pas se montrer, c'est de surtout pas créer de contenu. Bah, tu vois, ça rejoint ce que je voulais dire sur un mot de la fin, c'est d'essayer, tu vois. Juste faire au lieu de parfaire. Faites, et si vous voulez aider le monde, montrez. Ouais. Et parlez. Et à un moment donné, ça va sortir et ça va aider. On ne sait pas à quel point en chaîne, ça va amener du résultat sur l'effet global. Mais le meilleur moyen pour que tout ce qu'on a dans le crâne serve strictement à rien, c'est de vivre toute notre vie sans le partager et de s'éteindre avec à la fin. Et de s'enfermer avec ses connaissances, avec tout ça, quoi. J'ai vraiment kiffé cet épisode. Encore une fois, c'est un kiff de... Je pense qu'on va refaire des trucs, je pense. Je ne veux pas vous mentir. Voilà, il y a moyen qu'on fasse des trucs. Ouais, t'es un humain que j'aime beaucoup. C'est vrai, j'aime bien. Moi aussi, je te retourne le compliment. T'es un humain que j'aime bien. T'es un humain que j'aime beaucoup. Et puis, on se dit à très très vite. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi. On sait pas encore du coup le temps que ça va durer. On s'en fout, t'inquiète. On s'en branle. Mais un grand merci. Et puis, très bonne journée. Yes, mon cher à toi aussi. Salut tout le monde. Salut.